L'histoire commence avec notre protagoniste Makoto Mizumi faisant son entraînement de tir à l'arc dans son club comme toujours, et ensuite il rentre chez lui comme d'habitude. Ensuite, il va se coucher, et après s'être réveillé, il remarque qu'il est dans un endroit étrange. Une boule de lumière lui parle alors, et il mentionne qu'il est un dieu. Il demande à Makoto de signer quelques documents pour donner son consentement à entrer dans un autre monde. Makoto se demande ce qui se passe ici, et le dieu est surpris de voir qu'on ne lui a rien dit. Il révèle alors sa véritable forme et se présente comme le souverain du royaume de la nuit, Tsukuyomi. Il mentionne qu'il est là pour faire de Makoto un héros et le remettre à la déesse d'un autre monde. Il explique à Makoto que ses parents viennent d'un autre monde et, avant de venir au Japon, ils ont signé un contrat avec la déesse d'un autre monde en raison de certaines circonstances. Ils ont convenu de lui donner un jour, ce qui était le plus important pour eux, et Makoto réalise que s'il n'accepte pas cela, l'une de ses sœurs pourrait être choisie à la place. Il accepte d'y aller, mais il a une condition, et Tsukuyomi affirme que Makoto n'a pas à s'inquiéter car il se débarrassera de tous les nombreux produits pour adultes qu'il a dans sa chambre, et en entendant cela, Makoto pense que Tsukuyomi est vraiment un dieu. Makoto signe ensuite le contrat et remet à Tsukuyomi une lettre à remettre à sa famille. Ensuite, Tsukuyomi accorde à Makoto un certain pouvoir, et la déesse tente de le convoquer de force dans son monde. Tsukuyomi dit à Makoto que la déesse qu'il est sur le point de rencontrer a beaucoup de problèmes, et il lui demande d'être patient avec elle. Makoto déclare qu'il le fera, et il est ensuite convoqué dans un autre monde. Il rencontre la déesse, et elle mentionne que les démons et les esprits de son monde sont incontrôlables, et elle lui demande de sauver ses humains. Elle remarque ensuite que Makoto est vraiment laid, et son attitude change complètement, elle lui demande de sortir de sa vue. Elle mentionne qu'elle a trouvé d'autres héros plus adaptés à son monde, et elle dit à Makoto qu'il peut vivre à la périphérie de son monde s'il le souhaite. Elle mentionne qu'elle ne veut pas lui donner de pouvoir, mais elle lui donnera la capacité de comprendre toutes les langues, sauf celles que les humains utilisent. Elle lui demande de ne pas répandre sa hideuse semence parmi ses humains, et elle le laisse tomber sur le monde. Ensuite, Makoto continue de tomber du ciel, mais il est sauvé par Tsukuyomi. Tsukuyomi mentionne qu'il ne s'attendait pas à ce que la déesse soit aussi violente, et il affirme qu'une chute de cette hauteur ne devrait pas tuer Makoto. Il explique que le monde dont Makoto vient était un endroit difficile sans la protection des dieux, et en raison de cela, sa puissance magique et son corps physique étaient soumis à une contrainte considérable. Après avoir été libéré de ce fardeau, il devrait être assez puissant dans ce monde, mais il peut encore mourir. Le corps de Tsukuyomi commence alors à clignoter, et il affirme que cette communication a consommé une grande partie de sa force, alors il devra dormir pendant plusieurs siècles maintenant. Il mentionne que Makoto n'a pas besoin d'agir comme le héros dans ce monde, car la déesse lui a retiré ce titre, et il lui dit qu'il est libre dans ce nouveau monde. Tsukuyomi disparaît ensuite, et Makoto tombe au sol. Après cela, il continue de marcher pendant des jours dans l'espoir de trouver une ville, mais même après plusieurs jours, il ne trouve rien. Il se demande s'il peut se déplacer sans nourriture ni eau parce qu'il est surhumain, et après quelques heures de plus de marche, il entend les pleurs d'une fille demandant de l'aide. Il se dirige vers le son et remarque une fille cochon attaquée par un monstre. Il combat le monstre et parvient à lui faire un trou d'un seul coup de pied. Cela tue le monstre, et cela terrifie la fille cochon. Elle tente de s'enfuir, mais Makoto l'arrête et se présente. La fille se demande comment un humain lui parle, et cela surprend aussi Makoto, mais il laisse faire. Il lui dit qu'il est quelqu'un de doux, et la fille n'a d'autre choix que de se rendre et de l'écouter, car il est trop fort. Makoto lui dit qu'il est perdu et se demande s'il y a des villages humains à proximité. La fille affirme que non, et elle mentionne que ce sont des terres désolées, à la limite du monde. Makoto pense que cela doit être l'œuvre de la déesse, et la fille se présente alors comme Emma, une ORC des hautes terres. Makoto lui demande si son village est dans les parages, et Emma affirme que non. Elle mentionne qu'elle se dirigeait vers la montagne divine pour s'offrir en sacrifice à Shine, le puissant dragon. Elle explique que depuis plusieurs années, son village est enveloppé dans un brouillard et que leurs récoltes ont cessé. Offrir des sacrifices fait disparaître le brouillard, et c'est à son tour de s'offrir maintenant. Elle mentionne qu'il y a une taverne à proximité où Makoto peut laver sa fatigue, et elle essaie de partir. Makoto pense qu'il aimerait sauver Emma, car elle semble être une fille gentille, mais s'il la sauve, elle pourrait devenir sa première héroïne. La scène passe ensuite à Makoto dans la taverne avec Emma, et il remarque qu'Emma utilise la magie. Il est surpris de savoir qu'elle peut utiliser la magie, et il lui demande de lui apprendre comment s'en servir. Emma accepte et lui montre un sort de feu appelé bride. Elle mentionne que l'incantation est la clé pour lancer la magie,
et Makoto parvient à lancer le sort du premier coup. Il le lance ensuite sur une cible après qu'Emma lui ait dit comment faire, et Emma est surprise de voir la puissance de son sort. Cela la fait se demander quel est le niveau de Makoto, et elle utilise un parchemin pour le vérifier. Tout le monde se rassemble pour voir quel est son niveau, et il découvre qu'il n'est qu'un humain de niveau 1. Tout le monde est déçu de voir cela, et Emma lui enseigne alors quelques autres sorts. Le lendemain matin, Emma découvre que Makoto a pris tout l'équipement et la liste des sorts qu'elle lui a donnés, et pour la remercier, il est parti affronter Shine. Ensuite, Makoto se rend à la montagne divine, et il pense qu'il aimerait discuter avec Shine, mais il pratique sa magie au cas où il aurait besoin de se battre. Il découvre qu'il peut utiliser des sorts sans incantation tant qu'il en a le ressenti, et il transforme son sort de feu en un arc. Il tire sur une porte au loin avec le sort, mais le sort est trop puissant et provoque une explosion. Il va vérifier et remarque un tas de monstres morts là-bas. Après avoir écouté un monstre à moitié mort, il découvre que ce sont eux qui menaçaient les orcs en utilisant le nom de Shine, mais la colère de Shine va devenir réelle maintenant, car Makoto a saccagé son domicile. Le monstre meurt alors, et un épais brouillard entoure la région. De ce brouillard émerge un dragon qui tente d'attaquer Makoto, mais ce dernier esquive chacune de ses attaques. Il pense que la brume restreint sa vision, mais il remarque qu'il peut toujours sentir où se trouve le dragon. Il se demande comment il peut faire cela, et il pense que cela doit être le pouvoir que Tsukuyomi lui a donné. Il attaque ensuite le dragon avec plusieurs sorts de feu, et l'un d'eux blesse le dragon. Le dragon est surpris d'être blessé par un sort de feu de si bas niveau, même s'il est résistant au feu, et Makoto le frappe, et le terrasse. Le dragon est toujours en vie, et il utilise son pouvoir pour piéger Makoto dans une barrière et lui montre une illusion. Makoto voit alors la scène de son entraînement avec son arc, et une fille nommée Asegawa lui avoue ses sentiments. Il essaie de la refuser, mais elle insiste toujours pour essayer de sortir avec lui, et Makoto pense que ce n'est pas ainsi que cela s'est passé. Il pense qu'il a fait pleurer Asegawa ce jour-là, et pendant ce temps, tout en voyant sa mémoire, le dragon découvre que Makoto vient d'un autre monde. Il remarque quelque chose dans sa mémoire, et cela suscite son intérêt. Makoto brise ensuite l'illusion en réalisant que c'est faux, et il pense qu'il commence à comprendre le pouvoir que Tsukuyomi lui a donné. Il explique qu'il peut créer une zone semi-circulaire autour de lui et manipuler l'espace à l'intérieur. Il peut l'utiliser pour se renforcer, et il brise la barrière du dragon. Le dragon pense qu'il ne ressent plus aucune hostilité envers Makoto, et il agit comme un chiot pour se rendre. Le dragon s'excuse pour l'illusion et lui demande de faire un contrat avec lui. Il explique qu'un contrat est un type spécial de magie qui accorde divers avantages lorsque les parties se font des serments mutuels, et cela renforce les deux parties impliquées. Makoto réfléchit à cela, et le dragon déclare qu'il est intéressé par les souvenirs de Makoto. Makoto se demande combien de ses souvenirs le dragon a vu, et le dragon déclare qu'un contrat serait bénéfique pour eux deux, et il gardera le silence sur ses souvenirs. Makoto accepte, et le dragon forme un contrat. Il ne peut former qu'un contrat 80-20 avec Makoto aux commandes, et le dragon se transforme ensuite en une fille habillée en samouraï. Makoto déclare qu'il espérait faire un tour sur le dragon, et Shine explique que dans un contrat à 80-20 comme le leur, l'être le plus faible prend l'apparence de l'être le plus fort. Makoto est surpris de savoir qu'il est plus fort, et en voyant à quoi ressemble Shine, Makoto réalise qu'elle est intéressée par ses souvenirs de drames historiques. Shine déclare ensuite qu'elle aimerait vérifier quelque chose avec Makoto, et elle lui parle du demi-plan, un endroit contrôlé par elle, et qu'ils ne peuvent y entrer que par des portes de brume. Ils entrent dans le demi-plan, et Makoto remarque un paysage magnifique à perte de vue. Shine est surprise de voir cela, et elle mentionne que son demi-plan devrait être un espace sombre et vide. Elle n'arrive pas à croire qu'il a tellement changé, et Makoto remarque des kakis dans le demi-plan. Il explique que c'est un fruit qui pousse dans son monde, et il remarque d'autres plantes ici qu'il reconnaît. Il utilise le pouvoir de Tsukuyomi pour découvrir la taille de cet endroit, et il découvre que c'est énorme, avec de la brume de tous côtés. Il pense que la déesse ne peut peut-être pas le déranger ici, si cet endroit ne peut être atteint que par des portes de brume, et s'ils peuvent construire une ville ici, alors ce serait comme une cité illusoire. Makoto se souvient alors que Shine n'avait rien à voir avec les sacrifices des Orcs des Hautes Terres, et il déclare qu'il devrait se rendre dans leur village et dissiper le malentendu. Il quitte ensuite le demi-plan, et il remarque Emma à l'extérieur. Elle lui demande de ne pas combattre Shine, et elle découvre que Makoto a déjà vaincu Shine et conclut un pacte avec elle, où Makoto est dominant. Shine donne alors à Emma quelques-unes de ses écailles qui sont tombées pendant le combat, et cela la convainc qu'elle est vraiment Shine. La scène passe ensuite à Makoto et Shine dans le village ORC,
et après avoir dissipé le malentendu, ils font la fête. Emma remercie Makoto pour tout ce qu'il a fait pour leur village, et Makoto lui dit de ne pas y penser, car elle lui a appris à utiliser la magie. Pendant ce temps, Shine raconte au chef des Ors que Makoto a vengé leur fille sacrifiée, et le chef des Ors déclare qu'ils aimeraient le remercier d'une manière ou d'une autre. Shine propose quelque chose, et elle se demande s'ils aimeraient vivre dans une terre riche et fertile. Le lendemain, Makoto remarque que tous les Ors ont emballé leurs affaires, et il se demande ce qui se passe ici. Shine lui dit qu'il déménage dans son demi-plan, et Makoto lui demande ce qu'elle a fait pendant la nuit. Shine mentionne que Makoto a dit qu'il voulait construire une ville dans le demi-plan, et elle ajoute qu'elle y a également ajouté une variété de créatures. Makoto se demande s'il y a des bêtes féroces parmi elles, et une petite fille qui ressemble à Shine déclare que Makoto n'a pas à s'inquiéter, car elle va protéger tout le monde. Makoto se demande si c'est l'enfant de Shine, et Shine explique que ce n'est qu'un de ses fragments, et Makoto est surpris de savoir que Shine peut se cloner. Makoto demande ensuite aux Ors s'ils sont sûrs de leur décision, et après avoir découvert qu'ils le sont, Shine absorbe tout leur village dans le demi-plan. Elle mentionne que les Ors vont être les premiers résidents du demi-plan, et Makoto se demande si elle va faire vivre tout le monde qu'ils rencontrent dans le demi-plan. Plusieurs jours passent, et nous voyons que les Ors se sont installés dans le demi-plan. Nous voyons Makoto pratiquer la magie, et il découvre qu'il a la plus grande affinité pour l'eau. Il explique qu'il peut utiliser tous les éléments sauf le vent, et nous voyons que pendant que Makoto s'entraîne, Shine regarde des drames historiques. Shine essaie d'extraire le prochain épisode du cerveau de Makoto, mais Makoto l'arrête. Shine déclare qu'elle n'a rien d'autre à faire car Makoto ne fait que s'asseoir et pratiquer la magie, et Makoto mentionne que c'est parce que Shine l'empêche de travailler, car il est le maître de cet endroit. Il se demande pourquoi il est le maître, et Shine déclare que c'est parce qu'il est son maître. Makoto ordonne ensuite à Shine de ne plus regarder de drames historiques en tant que maître de ce lieu, et Shine pense que cela doit être gênant pour Makoto de ne pas pouvoir se déplacer pendant qu'elle regarde ses souvenirs, et elle part chercher des matériaux pour construire quelque chose semblable à une télévision. Makoto remarque alors que Shine a laissé ses souvenirs flotter dans l'air, et il voit la photo de sa famille dans l'un des souvenirs. Il pense qu'il prenait une photo de famille chaque année, mais il ne pourra plus le faire. Il se souvient ensuite que ses parents sont originaires de ce monde, et il pense qu'il devrait essayer d'en savoir plus sur eux. Il pense qu'il fera de cela son objectif principal, et il pense qu'il devrait commencer par se rendre dans un village humain. Nous voyons ensuite une araignée nommée le Black Disaster attaquer un nain, et pendant ce temps, Makoto va faire un tour dans le demi-plan. Il remarque que les Ors ont du mal à couper certains arbres robustes pour dégager une zone ou construire une maison pour lui. Il leur dit qu'il va s'occuper de cela, et il utilise le pouvoir que Tsukuyomi lui a donné pour renforcer sa lame. Il mentionne qu'il a nommé ce pouvoir Kai, et il utilise sa lame pour couper l'arbre, aussi facilement que du beurre. Il renforce ensuite son corps pour le déplacer du chemin, et il remarque qu'un des Ors est blessé. Il utilise Kai pour conférer des propriétés curatives à sa blessure, et cela le guérit. L'ORC est surpris que Makoto puisse le guérir sans dépenser de mana, et Makoto réalise que Kai n'épuise pas le mana. Il remarque ensuite qu'il s'est blessé avec l'épée courte également, et il essaie de se guérir avec son Kai, mais cela ne fonctionne pas. Il découvre qu'il ne peut pas utiliser la propriété curative de Kai sur lui-même, et il pense que ce n'est pas bon car il ne peut pas non plus utiliser la magie curative. Shine revient ensuite, et Makoto remarque qu'elle a un nain dans ses bras. Il lui demande ce qui se passe, et Shine explique que le demi-plan a été attaqué par une créature particulière. Elle remarque que Makoto est blessé, et elle mentionne que l'odeur de son sang attirera la créature ici. Le Black Disaster de tout à l'heure arrive alors, et il attaque Makoto. Shine laisse le combat à Makoto en lui disant qu'elle transporte une personne blessée, et Makoto esquive ses attaques. Il se demande ce qu'est cette chose, et le nain explique que c'est l'araignée noire du désastre, une créature ancienne, tourmentée par une faim éternelle. Shine déclare qu'elle l'a combattu auparavant, et il s'est retiré après l'avoir blessé. Makoto pense que lui infliger des dégâts peut le faire battre en retraite à nouveau, et il utilise son épée courte pour combattre l'araignée. Il tranche ses membres, mais il se régénère presque instantanément. Il charge ensuite un sort de feu dans l'air, et pendant ce temps, il combat l'araignée avec son épée courte, à laquelle il a accordé la propriété du feu. L'araignée continue de se régénérer, et Makoto utilise ensuite le sort de feu qu'il a laissé dans l'air pour la vaporiser, mais l'araignée absorbe l'attaque pour se soigner. L'araignée attaque ensuite Makoto, et elle parvient à le poignarder. Elle boit le sang de Makoto, et Makoto se met en colère en la voyant savourer son sang comme une délicatesse. Il attaque ensuite l'araignée avec des sorts de feu continus, comme une mitrailleuse,
et Shine pense que seules les personnes avec un mana immense peuvent le faire. Elle réalise que Makoto se retenait pour le bien du demi-plan, et Makoto attaque ensuite l'araignée avec une flèche d'eau. Il s'évanouit ensuite, et nous voyons que l'araignée est toujours en vie et capture Makoto. Elle le serre dans ses bras, et Shine est surprise de voir cela. L'araignée mentionne que le sang de Makoto est trop délicieux, et elle ne le laissera jamais partir. Il attaque ensuite l'araignée avec des sorts de feu continus, comme une mitrailleuse, et Shine pense que seules les personnes avec un mana immense peuvent le faire. Elle réalise que Makoto se retenait pour le bien du demi-plan, et Makoto attaque ensuite l'araignée avec une flèche d'eau. Il s'évanouit ensuite, et nous voyons que l'araignée est toujours en vie et capture Makoto. Elle le serre dans ses bras, et Shine est surprise de voir cela. L'araignée mentionne que le sang de Makoto est trop délicieux, et elle ne le laissera jamais partir. Shine libère Makoto, et nous voyons que Shine connaît l'araignée, et elle lui dit qu'elle est Shine, la dragonne. L'araignée se demande quelle est la relation de Shine avec cet humain, et Shine déclare qu'elle est sa servante. Shine déclare ensuite que l'araignée devrait conclure un contrat avec cet humain, si elle veut rester avec lui, et l'araignée déclare qu'elle aurait besoin du consentement de Makoto pour cela. Shine mentionne qu'ils peuvent l'obtenir plus tard, et ils effectuent le rituel. La scène passe ensuite à Makoto qui se réveille, et il remarque une étrange fille à côté de lui, qui lui offre son corps et son âme. La fille explique alors à Makoto qu'il a été guéri par Shine et Emma, et Makoto lui demande qui elle est. La fille déclare qu'elle est l'araignée noire et qu'elle a acquis cette forme grâce à leur contrat. Makoto pense que les contrats nécessitent le consentement des deux parties, et Shine arrive alors. Makoto lui demande comment il a conclu un contrat sans le savoir, et Shine lui dit que c'est mieux que d'être suivi par une araignée. Le nain que Shine a sauvé plus tôt essaie alors de parler à Makoto, et Shine lui explique que c'est un nain aîné, membre d'une sous-race ancienne de nains qui produisait des artefacts célèbres, sacrés et nobles. Le nain se présente sous le nom de Beren et remercie Makoto d'avoir vaincu l'araignée noire et sauvé leur village. Il mentionne qu'on lui a dit que la malédiction de la femme araignée a maintenant été levée, et sa véritable forme a été restaurée. Makoto réalise que Shine a menti au nain pour des raisons de commodité, et le nain lui demande ensuite de les laisser s'installer sur cette terre. Makoto accepte rapidement, et Shine mentionne qu'ils ont certaines conditions. Elle déclare qu'ils doivent aider à planifier la ville, fournir des armements et, à l'avenir, payer des impôts sur leurs terres. Elle déclare qu'ils doivent également considérer le maître comme leur seigneur, et le nain déclare qu'il n'a aucune objection, mais cela lui prendra 2 jours pour convaincre son peuple et les amener ici. Shine lui donne alors quelques-unes de ses écailles, et le nain pense qu'il n'aura aucun problème à convaincre les artisans avec cela. La scène passe ensuite à Makoto dans les terres désolées, et il déclare qu'il passe plusieurs heures chaque jour à rechercher des établissements humains afin de retracer le chemin de ses parents. Il remarque ensuite un village humain et tente de s'y rendre, mais Shine l'arrête et mentionne qu'elle a une demande importante à faire. Makoto retourne dans le demi-plan en entendant cela, et Shine lui demande ensuite de les nommer tous les deux. Elle déclare que sans nom, les habitants du demi-plan ne savent pas comment les appeler, et Makoto ne peut pas croire qu'ils l'ont convoqué ici pour une affaire aussi insignifiante. Il nomme ensuite Shine Tomoa et l'araignée noire Mio. Ils sont tous deux heureux d'avoir leur nouveau nom, et la scène les montre annonçant leur nom à une assemblée de tous les habitants du demi-plan. Ils décident également comment ils vont appeler Makoto à partir de maintenant, et après un vote, ils optent pour le jeune maître. Mio déclare ensuite que de nouvelles espèces ont rejoint leur demi-plan, et Beren présente ensuite le chef des nains aînés, Eld. Elle déclare que pour un humain, Makoto est vraiment puissant, car il est capable de commander Tomoa et Mio, et il se demande si Makoto a été chargé d'une mission par la déesse. Makoto déclare qu'il n'accepterait jamais une mission d'elle, et Eld est ravi d'entendre cela, car leurs opinions diffèrent également de celles de la déesse. Il mentionne que servir Makoto sera intéressant, et Tomoa présente ensuite ses disciples, les lézards de brume. Elle déclare qu'ils sont une espèce puissante avec des attributs d'eau et de vent, et Makoto mentionne qu'il ne savait pas qu'elle avait des disciples. Tomoa déclare qu'elle en a pas mal, et Mio présente ensuite ses disciples appelés Alkei. Elle mentionne qu'ils ne pouvaient échapper à leur fin, mais après avoir reçu son essence, ils ont repris leurs esprits. Makoto se demande ce qu'elle entend par essence, et Mio explique qu'elle parle de son sang. Mio dit ensuite à ses disciples de ne pas manquer de respect à Makoto, sinon elle les mangera. Makoto demande ensuite à Tomoa et aux autres de gérer le reste, et il part pour la ville humaine qu'il vient de trouver. Il remarque une belle fille autour de la ville et tente de lui parler, mais elle s'enfuit à sa vue en l'appelant un monstre. Cela surprend Makoto, mais il essaie quand même d'aller dans la ville humaine,
et il remarque que tout le monde là-bas s'est préparé pour la bataille. Il lui demande de quitter ce village, mais Makoto ne comprend pas ce qu'ils disent. Ils ouvrent le feu sur lui, et Makoto se retire tout en utilisant le kai défensif pour se protéger. Il se demande pourquoi il ne peut pas les comprendre, et il se souvient que la déesse lui a donné la capacité de comprendre toutes les langues, sauf celle des humains. La scène passe ensuite à Makoto dans le demi-plan, et il est déprimé après avoir expliqué sa situation aux autres. Emma arrive là-bas et lui demande ce qui s'est passé. Makoto lui dit qu'il est incapable de comprendre la langue humaine, et Emma lui dit que leur langue s'appelle le commun, et Makoto découvre qu'Emma, Tomoa et Mio peuvent parler cette langue. Makoto pense que ne pas pouvoir communiquer n'est pas une raison pour attaquer quelqu'un, et Tomoa lui dit que le problème n'est pas la langue, mais le mana qu'il émet tout le temps. Emma déclare qu'il émet tellement de mana que cela déforme la zone autour de lui. Makoto se demande à quoi il ressemblait pour ces humains, et Tomoa déclare qu'ils auraient pensé que plusieurs rois démons étaient apparus devant eux en même temps. Makoto pense que c'est mauvais, et Emma lui dit qu'il peut supprimer son mana et explique comment. Makoto essaie, mais même en supprimant son mana, cela ne change rien, car il en a trop. Makoto pense que ce n'est pas une raison suffisante pour abandonner, et il mentionne qu'il va apprendre le commun et acquérir un équipement pour supprimer son mana. Il déclare qu'il aura également besoin d'un masque, car ils ont vu son visage, et une semaine passe alors qu'il apprend à écrire la langue, mais le vocabulaire lui pose toujours problème. Après une semaine supplémentaire, un nain lui apporte une bague maudite qui peut absorber le mana, mais la bague se casse dès que Makoto la met. Le nain déclare qu'il devra augmenter la capacité de stockage, et un mois passe. Makoto a toujours du mal à prononcer le commun, car sa voix sonne bizarre quand il parle, et il pense peut-être utiliser la magie pour communiquer par écrit. Le nain revient avec une autre bague, et il mentionne que son nom est Dropnir. Il déclare qu'elle absorbe et comprime le mana, et lorsque sa couleur passe du blanc au rouge, cela signifie qu'elle a atteint sa limite, et il devrait la retirer. Makoto remarque que la bague fonctionne bien, et il essaie de visiter la ville humaine une fois de plus, et cette fois-ci Mio et Tomoa l'accompagnent. Makoto remarque que Mio porte des vêtements différents, et il la complimente, ce qui la fait rougir. Ils entrent ensuite dans la ville avec un chariot rempli de fruits, et ils disent aux gardes qu'ils transportent des fruits. Makoto entre alors dans la ville, et on voit quelqu'un le surveiller. Il vérifie ensuite le marché, comme il l'a dit aux gardes qu'il est le fils d'un riche marchand, et cela aurait l'air étrange s'il ne le faisait pas. Il remarque que tout le monde dans la ville est vraiment beau, et il pense que le monde est vraiment cruel. Ils se rendent ensuite dans une guilde pour s'inscrire, et la réceptionniste pense que Makoto a l'air suspect. Mio et Tomoa lui expliquent que Makoto a été maudit pendant son voyage, et à cause de la malédiction, il ne peut pas enlever son masque ni sa bague, et il ne peut pas parler non plus. Makoto dit bonjour en écrivant, et la réceptionniste explique comment fonctionne la guilde. Elle explique que les emplois dans leur guilde sont classés par difficulté, et ils peuvent augmenter leur rang en accomplissant des emplois. Tout le monde commence au rang E, et Mio réalise qu'ils ne peuvent choisir que des emplois de rang inférieur. La réceptionniste mentionne qu'il y a aussi des emplois de rang spécial, et n'importe qui peut les prendre. Parfois, accomplir un emploi de rang spécial peut également augmenter leur rang, et parfois les clients demandent également un aventurier spécifique par son nom, et les aventuriers reçoivent des récompenses pour avoir accompli ces emplois, mais leur rang reste inchangé. La réceptionniste demande ensuite à Makoto s'il est inscrit à la guilde des marchands, en tant que fils d'un marchand, et Makoto est surpris qu'il y ait une guilde des marchands, et il mentionne qu'il a perdu sa carte d'inscription. La réceptionniste déclare qu'ils ne peuvent l'obtenir de nouveau qu'à la ville éloignée de Sige, et Makoto remarque alors que l'aventurier de plus haut rang dans cette ville est Miles, dont le rang est SS et le niveau est 444. Les réceptionnistes mesurent ensuite le niveau de Tomoa et Mio, et tout le monde est surpris de découvrir que Tomoa a un niveau de 1320 et Mio a un niveau de 1500. Tomoa est surprise que Mio ait un niveau plus élevé qu'elle, et cela la dérange. La réceptionniste leur dit qu'elles ont le niveau le plus élevé de toute la guilde des aventuriers, et les deux s'inscrivent alors. Tomoa demande à la réceptionniste qui est l'aventurier de rang supérieur après eux, et la réceptionniste lui dit que c'est une aventurière nommée Sophia Bulga, et elle a aussi tué le grand dragon appelé Lancé. Elle a un niveau de 920, et son rang est triple S, et Makoto mesure ensuite son niveau, mais il découvre qu'il a toujours un niveau de 1, et tout le monde dans la guilde est déçu de voir cela. Le groupe loue ensuite une chambre dans une auberge, et Tomoa dit à Makoto que les prix des biens dans cette ville sont inhabituels. Makoto déclare qu'elle a raison, et une seule boisson coûte plusieurs pièces de cuivre. Les matériaux et la nourriture sont également assez chers,
et Tomoa est excité à l'idée qu'il pourrait y avoir le mal qui rôde ici. Makoto déclare ensuite qu'il devrait manger quelque chose, et il dit à Tomoa de surveiller leurs biens pendant leur absence. Il lui dit qu'ils sont suivis, et Tomoa est surprise qu'il l'ait remarqué. La scène coupe alors à Tomoa gardant la cargaison, et certaines personnes viennent voler la cargaison. Pendant ce temps, Makoto et Mio rencontrent une fille en revenant d'un restaurant, et Mio demande à la fille ce qu'elle veut. Elle a l'air un peu menaçante, et Makoto s'excuse alors de l'avoir effrayée, et il lui demande ce qu'elle fait ici. La fille déclare qu'elle a une demande, et elle serre Makoto en pleurant. Makoto mentionne qu'ils devraient la ramener avec eux, et on voit quelqu'un les surveiller de loin. La scène coupe ensuite à la fille à l'auberge avec Makoto, et elle se présente comme Rhéanon, et elle explique qu'elle voyageait avec sa sœur. Ils se sont arrêtés dans cette ville, et sa sœur est partie chercher du travail, et elle a disparu depuis. Makoto lui demande quand elle a vu sa sœur pour la dernière fois, et la fille déclare que c'était il y a un mois. Elle déclare qu'elle a aussi été expulsée de la maison qu'il louait, et Makoto pense que cette ville est vraiment louche. Ensuite, on voit certaines personnes essayer de voler la cargaison de Makoto, et Tomoa s'en occupe facilement. Elle sous-estime sa propre force et finit par tuer la plupart d'entre eux. Elle parvient à capturer l'un des voleurs, et elle le ramène à Makoto. Makoto lui crie dessus pour avoir fait un gâchis dans les rues, et il mentionne qu'elle devrait remercier Mio d'avoir disposé des cadavres. Makoto découvre ensuite que la captive est une femme, et il continue à réprimander Tomoa, mais Rhéanon vient là, et Makoto laisse Tomoa tranquille. Makoto explique à Tomoa ce qu'est cet enfant, et Rhéanon remarque que Makoto peut parler, mais sa voix lui semble totalement incompréhensible. Makoto écrit ensuite pour lui dire de manger de la nourriture qu'ils ont dans la pièce voisine, et d'aller se coucher, et Rhéanon lui montre la photo de sa sœur. Elle s'en va ensuite, et en voyant la photo, Makoto prend un air sérieux. Ensuite, Mio retourne dans la pièce, et elle remarque que Makoto consulte les souvenirs de la fille captive. Elle remarque qu'il est plus sérieux que d'habitude, et Makoto mentionne que ses voleurs étaient à la guilde plus tôt, et ils sont aussi liés à Rhéanon. Makoto déclare qu'il a trouvé l'emplacement approximatif de la sœur de Rhéanon à partir des souvenirs de la fille, et il demande aux deux autres d'y aller. Mio mentionne qu'il n'y a pas besoin de se dépêcher car ils ne savent pas si la sœur de Rhéanon est en vie, et Makoto leur demande de se dépêcher. Voyant son air sérieux, elles partent à la recherche de la fille immédiatement, et Makoto pense que s'il allait la chercher lui-même, il ne pourrait pas rester calme. On voit ensuite que la sœur de Rhéanon ressemble beaucoup à Hasegawa, et cela explique l'air sérieux de Makoto. Ensuite, Mio parle de la façon dont l'expression de Makoto a changé en parlant de la dame sur la photo, et elle se demande si cette fille est une connaissance de la sienne. Tomoa déclare que Makoto n'a pas une seule connaissance dans ce monde, car elle a vu dans ses souvenirs, et Mio devient jalouse en entendant cela. Elle pose toutes sortes de questions personnelles sur Makoto à Tomoa, mais Tomoa déclare qu'elle devrait découvrir tout cela en établissant une relation de confiance avec Makoto. Tomoa déclare ensuite qu'il devrait se dépêcher de sauver cette fille, sinon leur maître sera coincé dans cet état intense pendant un certain temps. Le lendemain, Makoto va vendre les fruits qu'il a apportés, et il dit à Rhéanon de ne pas s'inquiéter car il laisse les deux autres s'occuper du cas de sa sœur. Rhéanon le remercie, et elle ne peut pas croire que Makoto ne peut pas conduire une voiture même s'il est le fils d'un riche marchand. Makoto félicite Rhéanon d'être capable de conduire une voiture à un si jeune âge, et il mentionne que sa sœur doit apprécier une sœur plus jeune et brillante comme elle. Rhéanon se souvient ensuite du moment où ils sont venus pour la première fois dans la ville, et à l'époque, ils étaient toujours endettés. En raison de cela, sa sœur a entrepris une mission d'aventure dangereuse, et elle a échoué. Elle a ensuite demandé à Rhéanon de quitter cette ville, mais lorsque Rhéanon a essayé de le faire, elle a été capturée par les collecteurs de dettes. Par ailleurs, nous voyons la sœur de Rhéanon dans une pièce sombre, et elle pense que sa famille est composée d'aventuriers depuis des générations. L'un de leurs parents a été autrefois vaincu par un monstre, et ils ont perdu leur épée familiale précieuse. Afin de restaurer l'honneur de sa famille, elle s'est aventurée dans les terres désolées, mais elle n'a rien pu faire. Tomoa et Mio parviennent ensuite à localiser la sœur de Rhéanon, et elle remarque qu'elle est vraiment faible, et elle pense qu'elle a peut-être été utilisée comme cobaye dans des expériences. Mio la soigne, et elles essaient de partir avec elle, mais elles sont arrêtées par Miles, l'aventurier le plus fort de la ville de Zetsuya. Pendant ce temps, Makoto vend les fruits, et il ne peut pas croire qu'il a obtenu 500 pièces d'or pour cela. Il retourne ensuite à l'auberge, et Rhéanon remarque quelqu'un dans les environs, et elle part en disant à Makoto qu'elle a oublié quelque chose chez elle.
Makoto devient méfiant à son égard car elle lui a dit qu'elle avait été expulsée de chez elle, et il utilise le Kai d'investigation pour voir où elle va réellement. Il remarque qu'elle rencontre des hommes, et elle leur donne des informations sur les mouvements de Makoto. En les écoutant, Makoto découvre que les hommes qui ont attaqué Tomoa la nuit dernière appartenaient à leur groupe, et Rhiannon dit aux hommes que Makoto a vendu des fruits étranges et a obtenu 500 pièces d'or pour cela. L'un des hommes lui demande de voler ces pièces d'or, et Rhiannon lui dit qu'elle ne veut pas voler, mais l'homme lui dit que cela serait suffisant pour régler la dette de sa sœur, et elle serait enfin libre. Rhiannon ne veut toujours pas faire cela, mais elle accepte en sachant que sa sœur serait libre après cela. De l'autre côté, Tomoa et Mio découvrent que Miles est le chef de ce groupe, et il laisse les autres faire son sale boulot tout en faisant semblant d'être un héros. Les membres du groupe de Mille se souviennent avoir vu les deux filles à la guilde plus tôt, et ils pensent que ces filles doivent simuler leur niveau, car elles ne peuvent pas avoir des niveaux supérieurs à 1000. Mille demande aux deux filles de les rejoindre, et elles pourront avoir tout l'argent et la gloire qu'elles veulent. Les filles refusent, et Mille pense qu'elles doivent essayer d'être fidèles à cet homme masqué, et il parle mal de Makoto. Cela rend les filles en colère, et elles attaquent toutes les 2000, mais il bloque leur attaque avec un bouclier appelé le Clé Aegis. La sœur de Rhiannon, Toa, perd espoir en voyant ce bouclier, et en étant assise à l'extérieur de l'auberge, Rhiannon pense qu'elle ne peut pas voler à Makoto. Le propriétaire de l'auberge la remarque ensuite, et il lui dit de sortir d'ici, car elle nuit aux affaires, mais Makoto l'arrête, et il mentionne que cette fille est une amie chère à lui. Entendant cela, Rhiannon s'excuse auprès de Makoto, et Makoto pense qu'il ne laissera pas ses gars s'en sortir après avoir poussé cette fille si loin. Pendant ce temps, Tomoa et Mio prennent la lutte contre Mille au sérieux, et elles parviennent à éliminer tout leur groupe en quelques secondes, et le Clé Aegis ne s'avère pas être un problème pour elles. En combattant, elles libèrent toutes les personnes retenues captives par Mille, et leur pouvoir cause des dégâts généralisés à la zone environnante. Tomoa et Mio se battent alors pour savoir qui a tué le plus d'hommes, et elles font ensuite un spectacle de leur pouvoir, et elles finissent par détruire toute la ville dans le processus. Ensuite, Rhiannon vient là, et elle retrouve sa sœur Toa, et la scène coupe aux sœurs remerciant Makoto de les avoir sauvées. Après cela, le soulagement de la tension fait s'endormir les deux sœurs, et Makoto lance Tomoa et Mio par la fenêtre avec l'aide d'un arc, pour les punir d'avoir détruit la ville. La scène coupe ensuite sur Makoto se dirigeant vers le village de Sige avec les aventuriers qu'ils ont sauvés de Miles, et ils arrivent à une base après avoir quitté Zetsuya. Ils informent le personnel sur place que la ville de Zetsuya a été détruite par des monstres et que les habitants ont réussi à s'échapper, mais qu'il ne reste aucune trace de la ville. Makoto explique que grâce au pouvoir de Tomoa, ils ont pu altérer les souvenirs des aventuriers avec eux, à l'exception de Toa et de Rhiannon. Le personnel leur demande alors si les monstres sont toujours dans la ville, et ils lui expliquent que les monstres ont été chassés par ces deux filles. Ils lui disent qu'elles ont toutes deux un niveau supérieur à 1000, et la réceptionniste peine à le croire. Makoto lui dit qu'ils se sont inscrits à la guilde à Zetsuya, et la réceptionniste mentionne que Zetsuya a dû être détruite avant de partager leurs informations avec eux, alors ils devront se réinscrire à Sige. Cela contrarie Makoto, et il parle à Tomoa. Il mentionne que cela n'est arrivé que parce qu'elle a eu un concours de force avec Mio, et il pense qu'elle semblait contrariée par le fait que Mio avait un niveau plus élevé qu'elle. Makoto lui parle ensuite de l'errance du chevalier, et il explique que les samouraïs erraient autrefois dans des terres difficiles pour perfectionner leurs compétences. Tomoa mord à l'hameçon, et elle demande la permission de Makoto de partir en errance chevaleresque pour augmenter son niveau. Makoto le lui permet, et elle part. Mio pense que puisque Tomoa ne sera pas avec eux pendant un certain temps, elle peut avoir le jeune maître pour elle seule, mais ensuite nous voyons que Makoto voyage toujours avec les autres aventuriers. Pendant leur voyage, ils rencontrent des abeilles rouges, et Mio s'en occupe facilement, et les autres sont surpris de voir à quel point elle est forte. Makoto déclare qu'ils devraient avancer, et Toa mentionne qu'ils devraient d'abord récupérer des matériaux des monstres qu'ils ont tués, car ils sont précieux. Makoto le permet, et ils rassemblent tous les matériaux précieux. Ils continuent ensuite leur voyage, rencontrent des monstres en chemin, et Mio les bête tous avec l'aide des autres. Ensuite, nous voyons qu'ils sont sur le point d'atteindre Sige, et Toa déclare qu'ils ont rassemblé beaucoup de matériaux. Elle se demande si Makoto a déjà envisagé d'offrir des services de transport à la Kusunoha Trading Company, et Makoto explique que c'est ainsi qu'il a nommé sa compagnie. Il rencontre ensuite des monstres rares appelés Ruby Eyes, et Makoto essaie de dire à Mio de s'en occuper, mais les autres aventuriers lui demandent de ne pas détruire les parties précieuses du monstre, et Mio demande plutôt à Makoto de le faire, car se retenir serait ennuyeux. Makoto accepte, et Toa lui dit que la partie faible des Ruby Eyes est leur abdomen,
mais qu'il est difficile de les toucher. Makoto tire alors sur tous les Ruby Eyes à l'abdomen avec son arc, et les autres sont surpris de voir cela, car Makoto n'a qu'un niveau de 1, et l'elfe avec eux se demande si son arc a un genre d'effet de visée. Il rassemble ensuite les matériaux des Ruby Eyes, et Makoto est déçu de voir qu'ils ne s'intéressent même pas à lui. Ils parviennent à collecter 12 Ruby Eyes, puis se dirigent vers Shige. La scène coupe à Makoto s'inscrivant à nouveau à la guilde des aventuriers, et il remarque qu'il a toujours un niveau de 1. Mio veut aussi s'inscrire, mais Makoto lui demande de s'abstenir car cela va faire bouder Tomoa à nouveau. Makoto vérifie ensuite les quêtes, et il remarque que presque toutes sont de rang A ou B+. Il remarque ensuite une quête de rang spécial, et il pense qu'il devrait pouvoir l'accepter quel que soit son rang. Il remarque que la quête vient de la Rembrandt Trading Company, et il recherche des yeux de Ruby Eyes. Toa vient alors là, et Makoto lui dit qu'il devrait diviser les parties du monstre qu'ils ont collectées. Il prend les yeux des Ruby Eyes, et il laisse aux autres le soin de se partager le reste. Toa mentionne ensuite que c'est la fin de leur voyage, et Makoto déclare qu'ils devraient célébrer cela avec un repas ensemble. Ils échangent ensuite des contacts par carte, et Toa déclare qu'elle dira à Makoto quel restaurant choisir. Makoto explique que les cartes de guilde de ce monde sont vraiment high-tech, et ils peuvent les utiliser pour contacter d'autres aventuriers. Ils ont également des cartes de ville, une encyclopédie des monstres et des contenus payants supplémentaires. La scène coupe ensuite sur Makoto retrouvant les autres dans un restaurant, et il s'enthousiasme en voyant que le restaurant propose le plat classique de viande sur l'os. Ils trinquent tous pour célébrer leur voyage et leur rencontre, et Makoto mange la viande sur l'os en pensant que c'est vraiment délicieux. Il présente ensuite les aventuriers, expliquant que le blond s'appelle Azal et qu'il est alchimiste, l'elfe est tireuse d'élite et s'appelle Louisa. Le nain de leur groupe s'appelle Erahanina et est une prêtresse chevalière. Elle mentionne que Makoto doit être fort car il peut utiliser cet arc avec tant d'habileté, et elle le met au défi dans un bras de fer. Makoto accepte et bat Erahanina facilement. Makoto mentionne ensuite que Toa est une voleuse sombre, et ils continuent leur fête. Toa découvre ensuite que Makoto envisage de prendre un travail de la Rembrandt Trading Company, et elle lui demande d'être prudent car elle a entendu beaucoup de rumeurs inquiétantes à leur sujet. Elle mentionne que de mauvaises choses arrivent à ceux qui acceptent un travail d'eux, et après la fête, Makoto part pour apporter les yeux des Ruby Eyes de la charrette, car quelqu'un pourrait les voler, et il demande à Mio de l'attendre à l'auberge. Mio pense qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de Tomoa tout ce temps, et ce soir ils n'ont qu'une seule chambre. Cela signifie qu'elle sera seule avec Makoto, mais elle remarque qu'il y a 2 lits dans la chambre. Elle essaie d'en enlever un, mais Makoto revient avec les yeux des Ruby Eyes avant qu'elle ne puisse le faire. Il mentionne qu'il devrait retourner au demi-plan demain, car Emma pourrait avoir entendu quelque chose de Tomoa, et Mio s'attend à ce qu'il fasse un geste, mais il va se coucher. La scène coupe ensuite sur Makoto entrant dans le demi-plan le lendemain matin, et il déclare qu'il peut maintenant créer des portes de brume stables. Emma et Fragment le saluent de retour, et Emma lui fait ensuite un rapport sur la situation dans le demi-plan. Elle mentionne que les alquets s'installent dans les montagnes, et les ors et les lézards de brume les aident. Les nains travaillent sur la construction et les réparations, et ils fabriquent également des équipements pour que Makoto les teste. Certains des lézards de brume défrichent également des terres agricoles et gardent le village, et les ors sont occupés à construire une résidence pour Makoto. Makoto remarque alors qu'ils lui construisent une grande maison, et Fragment explique que c'est là qu'ils tiendront leur réunion, donc elle doit être grande. Emma déclare qu'ils utilisent ses souvenirs comme référence pour cela, et Makoto explique que Tomoa a utilisé ses pouvoirs pour sauver une partie de ses souvenirs afin qu'ils puissent être consultés plus tard. Makoto demande ensuite à Emma si elle a entendu quelque chose de Tomoa, et Emma déclare qu'elle n'a rien entendu. Fragment n'a pas non plus de ses nouvelles, et Eld arrive alors. Il mentionne qu'il aimerait que Makoto jette un œil à quelque chose, et il l'emmène dans un atelier, et il lui montre une armure. Makoto ne les aime pas, car il serait étrange qu'un commerçant porte une armure complète, et il remarque une veste avec un pantalon assorti. Il découvre que cela a été fait par Rogui, celui qui a fabriqué Dropnir, et Rogui explique que cette armure protectrice absorbe des quantités spécifiées de mana et offre à la fois une défense physique et magique. Makoto l'enfile, et Rogui lui dit d'imaginer changer la doublure rouge intérieure par la doublure bleue extérieure. Makoto le fait, et Rogui explique que le rouge privilégie la mobilité par rapport à la défense, et Makoto l'essaie. Il aime ça, mais la veste se déchire. Rogui explique qu'elle a atteint sa limite d'absorption de mana, et il mentionne qu'il devra en faire une meilleure. Par la suite, Makoto découvre que les alquets peuvent maintenant se transformer en formes humaines, et Mio déclare qu'elle les a entraînés à cela.
La scène passe ensuite à Makoto se rendant à la Rembrandt Trading Company, où il rencontre le propriétaire, Patrick Rembrandt. Pendant ce temps, à la guilde, un aventurier s'informe sur la personne qui a accepté le travail de la Rembrandt Trading Company, et il part après avoir découvert les détails. De retour à la société de négoce, Patrick demande à Makoto depuis combien de temps il est dans cette ville, et Makoto déclare qu'il est arrivé hier seulement. Patrick pense que c'est pourquoi il ne le connaît pas, et Makoto déclare qu'il n'est qu'un aventurier de rang E, et il est également de niveau 1, donc cela n'est pas surprenant. Il mentionne que c'est son premier emploi et qu'il envisage éventuellement de créer sa propre entreprise. Patrick pense alors que Makoto est simplement là pour gagner les faveurs de sa société pour son entreprise, car un aventurier de son niveau ne peut pas vaincre les Ruby Eyes. Makoto pense que c'est la réaction qu'il attendait, et il montre 2 Ruby Eyes à Patrick. Patrick est surpris de voir qu'ils sont réels, et il s'excuse d'avoir douté de Makoto. Makoto lui demande pourquoi il a besoin de ses yeux, et Patrick mentionne qu'il en a besoin pour produire de l'ambroisie, le remède magique pour toutes les maladies. Il explique que sa femme et ses filles souffrent d'une maladie maudite, et il a besoin de ce médicament. Il explique qu'une maladie maudite est un type de malédiction causée par un rituel de sorcier, et le majordome de Patrick mentionne que la dame de la maison et ses filles sont atteintes d'une maladie maudite de niveau 8. La seule chose qui peut les guérir est l'ambroisie. Patrick déclare qu'ils ont réussi à capturer le sorcier, mais il ne leur a dit que le niveau de la maladie maudite avant de mourir. Makoto déclare qu'il peut les aider à fabriquer le médicament car il connaît un alchimiste, et Patrick est ravi d'entendre cela. Patrick déclare ensuite qu'ils ont besoin de plus de Ruby Eyes, car 2 d'entre eux ne peuvent faire un médicament que pour une seule personne, et Makoto lui donne 6 Ruby Eyes. Tout le monde dans la maison est heureux de voir cela, et Patrick donne ensuite à Makoto un reçu marquant la fin de l'emploi, et il mentionne que le médicament sera fabriqué un autre jour. Par la suite, Makoto va s'inscrire à la guilde des marchands, et il découvre qu'il devra réussir 2 tests avant de pouvoir s'inscrire. Makoto s'informe sur les tests, et il découvre que les tests peuvent être passés à tout moment, le premier étant un test écrit, et il peut consulter le manuel de la guilde pour le contenu couvert. S'il parvient à réussir le test écrit, il y aura un test pratique où on lui demandera de se procurer des fournitures. La réceptionniste lui dit que les fournitures peuvent être n'importe quoi, des objets facilement acquis aux matériaux rares de monstres. Après avoir réussi les 2 tests, on lui demandera de démontrer sa force économique avec soit un dépôt, soit des cotisations annuelles. Makoto achète ensuite un manuel, et il est surpris de voir le contenu couvert dans le test, et il demande à passer le test immédiatement. La réceptionniste est surprise d'entendre cela, car selon elle, le test est censé être très difficile. La scène passe ensuite à Makoto passant le test, et il déclare que les problèmes de ce test conviennent aux élèves de l'école primaire. Il parvient à terminer le test en moins de la moitié du temps, et après avoir vérifié le test, l'examinateur est surpris de voir qu'il a obtenu la note maximale en si peu de temps. Makoto tire ensuite au sort les matériaux qu'il doit rassembler, et il découvre que la dent hurlement est l'un des matériaux qu'il doit collecter. Il pense que ceux-ci sont difficiles à trouver, et l'examinateur lui dit de rassembler ces matériaux ou quelque chose d'une valeur équivalente dans les 3 jours. L'examinateur déclare qu'il doit avoir au moins le niveau 50 pour rassembler ces matériaux, et il se souvient que Toa et les membres de son groupe avaient tous des niveaux supérieurs à 100, mais ils avaient du mal à combattre les monstres qu'ils rencontraient en chemin. Il donne ensuite à l'examinateur des yeux de l'abeille rouge et leurs antennes, car il est prêt à accepter des matériaux d'une valeur équivalente. Voyant cela, l'examinateur déclare que Makoto a réussi le test, et la réceptionniste lui dit que sa carte de guilde sera émise demain. Makoto quitte ensuite la guilde et se demande s'il peut entrer en contact avec Tomoa maintenant. Nous voyons ensuite Tomoa combattre quelques monstres pendant sa chevalerie errante, et elle retourne dans le demi-plan avec un crabe, et il cuisine le crabe. L'un des lézards de brume déclare qu'il a entendu dire que les crabes gains sont une délicatesse, et il se demande s'ils ne vont pas le dire au jeune maître. Tomoa déclare que c'est bon, et ils mangent tous du crabe. Un des orcs dit alors à Tomoa que Mio cause des problèmes dans la chambre des souvenirs, et Tomoa part rapidement pour la chambre, pensant qu'entre les souvenirs, il y a des drames historiques qu'elle n'a toujours pas vus. Tomoa entre alors dans la chambre des souvenirs, et elle remarque que tout va bien ici. Elle découvre que Mio ne fait que traduire les souvenirs de Makoto, et Emma a utilisé l'ORC pour la convoquer ici afin qu'elle puisse les aider à traduire. Tomoa essaie de refuser, mais Emma la fait chanter en disant qu'elle dira au jeune maître que Tomoa est secrètement retourné dans le demi-plan et a festoyé de crabes, si. Elle ne l'écoute pas. La scène coupe ensuite à Tomoa essayant de regarder un drame historique au lieu de traduire des souvenirs, et elle demande à Mio si elle a fait des progrès avec le jeune maître pendant qu'elles étaient seules.
Mio lui dit qu'elle n'a fait que regarder le jeune maître dormir, et Tomoa ne peut pas croire que Mio n'a pas dormi avec lui. Elle mentionne qu'à ce rythme, ce ne sera jamais son tour de s'occuper de lui, et Mio dit à Tomoa de faire rapport au jeune maître au lieu de bavarder avec elle. Elle remarque ensuite quelque chose d'intéressant dans les souvenirs de Makoto, et la scène passe à Makoto dans un restaurant pour manger quelque chose, mais il ne peut pas lire le menu. Il commande au hasard une boisson, mais il est déçu par son goût. La scène coupe ensuite à Makoto dans le demi-plan, et il remarque le fragment qui introduit discrètement des fruits. Le fragment tente de justifier ses actions, mais Makoto déclare que c'est bien car il est également là pour introduire discrètement des fruits. Ils mangent les fruits ensemble, et Makoto la remercie d'avoir choisi cela. Le fragment déclare que cette fois, ils ont produit moins que prévu, et elle mentionne que la météo dans le demi-plan a été étrange ces derniers temps. Il fait soudainement chaud et froid, et la semaine dernière, il a neigé. Makoto pense qu'il doit trouver la cause rapidement, sinon cela pourrait affecter les affaires. Makoto lui demande alors s'ils ont commencé à planifier la cité illusoire, et le fragment déclare qu'ils l'ont fait, mais ils ne savent pas comment procéder. Makoto explique alors qu'il va commencer à commercer les biens du demi-plan, mais il serait difficile de vendre quelque chose dont la valeur n'est pas connue des autres. Faire cela peut également conduire à des frictions inutiles s'il est le seul à avoir ces biens, alors il va faire en sorte que des aventurières dans le demi-plan et les renvoie avec quelques objets. Cela l'aidera à établir une réputation favorable et à répandre des rumeurs sur la cité illusoire. Il pense que cela facilitera le commerce, et Tomoa contacte ensuite Makoto télépathiquement, mentionnant qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Mio, et elle lui demande de venir immédiatement à la chambre des souvenirs. La scène coupe ensuite à Makoto à la chambre des souvenirs, et il remarque Mio se battant avec Tomoa. Il se demande ce qui se passe, et il demande à l'un des alkais à ce sujet. L'alkais mentionne que cela s'est produit lorsque Mio a vu l'un des souvenirs de Makoto, et Makoto pense que cela n'explique rien. Makoto leur demande d'arrêter, et il demande à Tomoa ce qui se passe ici. Ils essaient chacun de se blâmer pour ce désordre, et ils recommencent à se battre. Cela rend Makoto en colère, et il leur ordonne de se calmer. Il demande à Tomoa pourquoi elle ne l'a pas contacté lorsqu'elle est revenue dans le demi-plan, et Mio déclare que c'est parce qu'elle mangeait secrètement du crabe et regardait des drames historiques. Makoto demande alors à Tomoa comment ils en sont arrivés à cette bagarre, et Tomoa déclare que Mio l'a traité comme un appareil électrique et regardait des souvenirs l'un après l'autre. Makoto se demande si Mio est aussi devenue accro aux drames historiques, et Mio lui montre ce qu'elle veut regarder. Makoto découvre qu'elle veut regarder des animes pour enfants, et il déclare qu'il lui permettra de les regarder, mais il lui demande de ne pas les confondre avec la réalité, car ils sont faux. Tomoa déclare que ce n'est pas juste, et elle mentionne qu'elle veut aussi regarder des drames historiques, mais Makoto déclare qu'il va la sermonner après qu'elle ait fait son rapport. La scène coupe ensuite à Makoto dans son auberge à Sige, et Tomoa déclare que la Rembrandt Trading Company est une grande entreprise et qu'elle est bien respectée par la guilde également. Elle mentionne que c'est trop beau pour être vrai, et Makoto déclare que le propriétaire semble être un gars plutôt sympa. Il souhaite pouvoir apprendre à faire des affaires de lui, et Tomoa pense qu'il a une assez bonne opinion de lui. Makoto mentionne ensuite que cette chambre n'a que 2 lits, alors il devrait laisser leur maître en prendre un, et les filles lui demandent de choisir avec qui il aimerait dormir. Makoto déclare qu'il dormira sur la chaise, et il remarque ensuite que l'alchimiste lui a envoyé un message, et il a accepté de l'aider à produire de l'ambroisie. Il pense qu'avec cela, il devrait pouvoir terminer le travail, et il remarque ensuite que les filles sont déjà endormies. La scène coupe ensuite à Makoto rencontrant Asal le lendemain matin, et il va voir Rembrandt. On voit que certaines personnes le surveillent, et elle prépare quelque chose d'omineux car elle semble avoir une rancune contre Rembrandt. La scène passe ensuite à Makoto à la Rembrandt Trading Company avec Asal, et Asal est nerveux car il n'a jamais travaillé pour une entreprise aussi influente. Patrick donne ensuite à Asal l'équipement nécessaire pour produire de l'ambroisie, et Asal découvre que le processus de fabrication de l'ambroisie est vraiment simple. Il utilise la magie pour faire les préparatifs, et Makoto pense que Asal fait cela de manière inefficace, alors il intervient dans la magie de Asal, mais Asal ne s'en rend pas compte. Asal extrait ensuite de l'ambroisie des yeux des Ruby Eyes, et le majordome leur explique que normalement, l'ambroisie est produite à partir de fleurs d'ambroisie, mais elles sont difficiles à obtenir, donc ils utilisent les yeux des Ruby Eyes comme substitut, car les Ruby Eyes se nourrissent de fleurs d'ambroisie. Makoto pense que s'il peut obtenir des fleurs d'ambroisie rares, il peut en faire le produit phare de sa société de négoce. Asal termine alors la fabrication d'une dose d'ambroisie, et le majordome la remet à Patrick. Pendant ce temps, Asal fabrique les 2 autres doses,
et le majordome vient ensuite là-bas, mentionnant qu'il est arrivé quelque chose à Patrick. Makoto vérifie alors Patrick et découvre qu'il est blessé. Patrick explique que sa femme s'est battue farouchement quand il a essayé de lui administrer le médicament, et les gardes ont à peine pu la maîtriser. Il mentionne qu'elle n'a jamais agi avec une telle violence, et Asal déclare que cela aurait pu être une entrave tissée dans la malédiction pour empêcher les gens d'administrer le médicament. Patrick perd espoir en entendant cela, et il se demande s'il n'y a aucun moyen de sauver sa femme et ses filles, autrefois belles, de cette horrible malédiction. Makoto demande alors à Patrick de le conduire à sa femme, et il déclare qu'il peut la maîtriser pendant que Patrick administre le médicament. Patrick essaie de dire à Makoto qu'une personne de son niveau ne peut pas faire cela, mais Makoto insiste toujours, et Asal déclare que Makoto s'en sortira bien car il est celui qui a vaincu ses Ruby Eyes. Patrick et son majordome sont surpris d'entendre cela, et ils l'emmènent jusqu'à la femme de Patrick. Makoto l'attire avec l'odeur de l'ambroisie, et il pense qu'il ne peut pas blesser la femme de Patrick, alors il devra être prudent. Il se souvient que sa sœur lui faisait toujours pratiquer le judo, et avec ses capacités physiques actuelles, il devrait pouvoir reproduire ses mouvements. Makoto utilise alors une clé de judo pour la maîtriser, et Patrick administre le médicament. Cela ramène sa femme, Lisa, à la normale, et Patrick est heureux de voir cela. Ils administrent ensuite le médicament à ses filles de la même manière, et après, Patrick remercie Makoto pour cela. Il déclare que la technique de ligotage de Makoto était incroyable, et il lui demande qui il est vraiment. Makoto mentionne qu'il n'est qu'un marchand en formation, et la scène coupe sur lui quittant la société de négoce Rembrandt. Dehors, il rencontre Tomoa et Mio, et Tomoa déclare qu'elles veulent se réinscrire à la guilde. Un mage les attaque ensuite avec un sort de feu, et le sort touche Mio et Tomoa, mais cela n'a aucun effet sur elles. Makoto mentionne qu'ils devraient simplement esquiver, et Tomoa déclare qu'elle voulait déterminer la force des assassins. Elle explique que ces gars les suivent depuis qu'ils ont quitté l'auberge, et certains aventuriers les entourent alors. Le chef de leur groupe, nommé Limlat, demande alors aux filles de se joindre à eux, et Mio lui demande combien il est prêt à offrir. Lim déclare qu'il lui donnera 10 pièces d'or, et Mio se joint à eux après avoir entendu cela. Elle se retire ensuite du combat, et elle demande télépathiquement à Makoto comment était sa prestation. Makoto la remercie d'avoir joué le jeu, et il pense que maintenant ils ne verront pas une répétition de ce qui s'est passé à Zetsuya. Lim dit ensuite à Makoto et Tomoa que cela ne serait pas arrivé s'ils ne s'étaient pas impliqués avec Rembrandt, et Makoto dit à Tomoa de laisser ses gars en vie. Tous les aventuriers attaquent ensuite Tomoa et Makoto, et Tomoa les élimine tous seuls. Ensuite, il ne reste que Lim et le mage, et il demande à Mio de les aider, mais Mio mentionne qu'elle a accepté de ne pas s'impliquer. Le mage essaie ensuite d'utiliser un sort de téléportation pour fuir, mais Makoto l'arrête, et Tomoa bat facilement Lim. Elle remarque ensuite quelques enfants dans sa mémoire, et elle décide de l'épargner. Lim s'excuse ensuite, et Makoto ne peut pas croire qu'il s'excuse après avoir jeté cette horrible malédiction sur la famille de Rembrandt. Lim s'excuse d'avoir plongé ses filles dans un sommeil profond, et après lui avoir parlé, Makoto réalise que Lim ne savait pas que la malédiction était dangereuse, et il pensait qu'elle ne ferait qu'endormir les personnes affectées. Lim explique ensuite que cela a commencé il y a plusieurs mois, et il était dans son bar préféré. Il a parlé à un vieil homme, et il lui a dit que d'innombrables aventuriers qui ont attiré la colère de la société de négoce Rembrandt souffrent et sont au chômage. À cause de cela, ils acceptent des emplois imprudents et meurent. Le vieil homme a mentionné qu'il avait entendu dire que certains aventuriers de l'orphelinat étaient morts l'autre jour, et il lui a dit que plus allaient mourir si les choses continuaient ainsi. Cela a frustré Lim, et le vieil homme lui a parlé de son plan pour plonger la famille de Rembrandt dans un sommeil profond et le forcer à reconsidérer ses actions. Lim déclare qu'on lui a dit que la malédiction ne les tuerait pas, et c'est pourquoi il a accepté de l'aider. Tomoa vérifie ses souvenirs, et elle découvre qu'il dit la vérité. Makoto lui dit ensuite d'aller s'occuper de ses amis, mais Mio l'arrête, et elle lui demande de payer avant de partir. Mio prend alors tout son argent, et Makoto se sent mal pour Lim, car d'abord il a été utilisé, et maintenant il est sans le sou. Ensuite, Lim s'est excusé plusieurs fois auprès de Rembrandt, et à la fin, Rembrandt lui a pardonné et lui a dit qu'en punition, son travail d'aventurier serait limité à l'avenir. Lim a mentionné qu'il prenait sa retraite de l'aventure, et Makoto pense qu'il devrait bien se débrouiller s'il a une telle résolution solide. La scène passe ensuite à Tomoa rencontrant Lim, et elle lui demande ce qu'il va faire maintenant. Elle remarque qu'il garde un œil sur l'orphelinat qu'il voulait protéger, et Lim leur demande qui ils sont. Tomoa lui dit qu'il n'a pas besoin de savoir cela,
et elle lui donne une épée car elle a cassé celle qui lui appartenait. Tomoa lui demande ensuite de venir travailler pour elle, et elle déclare qu'il sera son espion. Elle lui donne un sac de pièces d'or comme paiement, et elle mentionne que si Lim travaille aussi dur qu'il le peut, alors elle protégera ce qui est important pour lui. Lim accepte rapidement après avoir entendu ses conditions et vu l'argent, et ensuite on voit Patrick et son majordome Maurice parler de Makoto. Maurice mentionne que si Makoto ouvre sa propre société de négoce, ils seront en concurrence l'un contre l'autre, et Patrick déclare qu'ils devront agir s'il en arrive là, car ils n'ont pas gravi ces échelons pour tomber maintenant. On voit que Tomoa les espionne, et elle pense que Rembrandt n'est pas une personne simplement bonne. Elle pense que le sorcier a peut-être été une victime de l'ambition de Rembrandt, et la scène coupe ensuite sur le groupe de Makoto déjeunant dans sa résidence temporaire dans le demi-plan, et Emma leur dit qu'ils ont un problème mineur. Elle mentionne que leurs guerriers ont perdu confiance après s'être entraînés avec eux trois, et Tomoa se demande s'ils sont déprimés parce qu'ils ne peuvent pas battre les trois d'entre eux. Emma déclare qu'ils le sont, et Mio mentionne qu'ils devraient arrêter de s'entraîner avec eux pendant un certain temps, mais Tomoa déclare que cela ne sera pas bon car il pourrait penser qu'ils ont été abandonnés. Makoto mentionne alors qu'il aimerait vérifier comment ils vont, et Emma déclare que Makoto devrait rencontrer les ors, car ils sont en pause en ce moment, et Makoto demande à Tomoa de vérifier les lézards, et à Mio de venir avec lui, car les alkés sont forts et ils sont plus préoccupés par la production de médicaments et l'alchimie. Makoto se rend ensuite pour vérifier les ors, et il les espionne en utilisant les coups de caille, car il pourrait avoir du mal à parler de cela avec lui. Les ors mentionnent qu'ils s'entraîneront avec le jeune maître aujourd'hui, et ils déclarent que s'entraîner avec Mio et Tomoa est bien, car ils ne peuvent pas les battre, mais les filles les laissent atterrir quelques coups s'ils sont assez bons. Mais le jeune maître les éclate avec bride avant qu'ils ne puissent s'approcher, et même s'ils survivent à cela, il les envoie voler de toute façon. Il se demande ce que les lézards peuvent penser de cela, et il déclare qu'ils n'ont aucune façon de le savoir, car chaque espèce s'entraîne séparément. Makoto mentionne ensuite que c'est pire qu'il ne le pensait, et il rencontre Tomoa. Elle mentionne que la situation des lézards n'est pas non plus bonne, et Makoto pense avoir remarqué que les différentes espèces n'échangent pas beaucoup d'informations entre elles. Emma mentionne que chaque espèce aime garder ses tactiques confidentielles, et Makoto pense que ce serait intéressant s'ils pouvaient apprendre les techniques les uns des autres. Tomoa déclare que cela pourrait fonctionner, et elle mentionne qu'elle a une idée à ce sujet. La scène coupe alors sur Tomoa organisant un tournoi pour tous les résidents du demi-plan, et elle mentionne que les guerriers les plus forts de chaque espèce montreront leur force ici. Le représentant des lézards nommé Lydie affronte ensuite le représentant des ors nommé Agares, et leur combat détruit la plateforme du tournoi. Makoto pense que c'est impressionnant, mais il se souvient que Tomoa lui a demandé de rester impassible pendant le match, et Agares remporte le match. Il remarque que le jeune maître n'est pas satisfait des résultats. Tomoa mentionne qu'elle est sûre que les deux ont combattu aussi fort qu'ils le pouvaient, mais elle est déçue par les résultats. Elle leur demande pourquoi, et l'un des ors mentionne que cela peut ne pas sembler fort aux trois d'entre eux, mais de leur point de vue, ce combat était vraiment impressionnant. Tomoa déclare qu'ils ne sont pas presque aussi forts qu'elle le voudrait, et elle mentionne qu'ils ont besoin de guerriers assez forts pour qu'ils puissent compter sur eux. Elle mentionne que leurs véritables forces ne peuvent pas être mesurées quand ils se battent contre les trois d'entre eux, donc, à partir de maintenant, une fois tous les 7 jours, ils vont se battre en matchs individuels, et ils évalueront la force de chaque individu, et les classeront. Les ors mentionnent qu'ils révéleront leurs tactiques les uns aux autres en faisant cela, et Tomoa déclare qu'ils ne sont pas assez forts pour s'inquiéter de cela. Elle leur demande d'abandonner leur fierté, et d'atteindre des hauteurs plus grandes grâce à une rivalité amicale. Elle mentionne que remporter les prochains matchs mesurera leur force dans le demi-plan, et ceux qui se classeront plus haut seront des guerriers d'honneur, et elle mentionne que ceux qui ne veulent pas combattre peuvent chercher d'autres professions, car combattre n'est pas la seule compétence qu'ils peuvent offrir au demi-plan. Makoto dit alors quelques mots, et il mentionne qu'ils pensent qu'ils ont beaucoup de potentiel, et ils pensent à augmenter leur nombre de séances conjointes, et il leur demande de travailler dur. Tomoa nomme ce tournoi, les classements du demi-plan, et la scène coupe ensuite sur Tomoa et Mio se réinscrivant à la guilde des aventuriers. On remarque que Tomoa a un niveau de 1340 et que Mio a un niveau de 1500. Tomoa est déçu d'apprendre que son niveau est toujours plus bas, et la réceptionniste mentionne qu'elle a une demande pour le groupe de Makoto. Elle mentionne que la plupart de leurs aventuriers de haut niveau sont blessés en ce moment, et elle déclare qu'elle aimerait qu'ils entraînent un aventurier pour devenir le successeur de l'ancien numéro 1 de Sige, Limlat. Makoto pense que la plupart des aventuriers ont été blessés à cause d'eux, et il mentionne qu'il connaît un groupe d'aventuriers de plus de 100 niveaux, et la réceptionniste déclare qu'un d'entre eux pourrait faire l'affaire. La scène coupe ensuite sur Makoto demandant à Tomoa d'entraîner le groupe de Toa, et elle accepte. Makoto part ensuite,
et Tomoa pense qu'à en juger par l'attitude du jeune maître, Toa doit ressembler à quelqu'un de son ancien monde. Il pense que cela signifie que Makoto a toujours un certain attachement à son ancien monde. Elle pense que ce n'est pas bon, et elle doit entraîner Toa rapidement, pour ne pas troubler davantage le cœur de Makoto. La scène coupe ensuite sur Tomoa entraînant le groupe de Toa, et elle les soumet à des exercices d'entraînement difficiles. Après cela, le groupe de Toa combat des monstres semblables à des singes, et ils peuvent à peine se défendre. Tomoa intervient alors, et elle enferme les monstres dans une barrière. Elle leur donne une stratégie simple pour les aider à combattre n'importe quel type de monstre, et après avoir appris cela, ils parviennent à vaincre les monstres semblables à des singes par eux-mêmes. Tomoa déclare ensuite qu'ils vont maintenant dégager un repère de ces monstres, et elle mentionne qu'ils doivent prouver leur supériorité aux autres aventuriers de Sige, et les faire reconnaître comme les a ici. Elle mentionne qu'environ une centaine de monstres habitent dans ce repère, et elle leur donne une nuit pour développer une stratégie. La scène coupe ensuite sur Tomoa informant la réceptionniste qu'elle a laissé le groupe de Toa au repère de la queue d'ombre, et la réceptionniste ne peut pas croire cela. Elle mentionne que les aventuriers de niveau 100 peuvent à peine vaincre l'un de ces monstres, et ce repère se trouve dans une zone connue sous le nom de Deathwish Road. La forêt de Tinarak voisine est tellement dangereuse que plusieurs groupes d'aventuriers ont disparu, et Toa et son groupe reviennent ensuite avec quelques parties de monstres. Toa déclare qu'ils ont vaincu leur cible, et on voit qu'ils peuvent à peine tenir debout. Tomoa les passe à leur test après avoir vu qu'ils ont dégagé le nid, et il est expliqué que c'est ainsi que la supériorité du groupe de Toa a été reconnue parmi la guilde. La scène coupe ensuite sur Makoto demandant à Mio de trouver des fleurs d'ambroisie, et il mentionne qu'elles peuvent devenir les produits vedettes de sa société de négoce. Il mentionne qu'en jugeant par les habitats des yeux de rubis, elle pourrait pousser quelque part dans la forêt de Tinarak, et Mio demande à Makoto ce qu'il va faire. Makoto déclare qu'il va commencer à installer une boutique, et la scène coupe pour le montrer discutant de cela avec Patrick. Il lui demande s'il peut lui louer de l'espace dans sa société pour sa boutique, et Patrick déclare qu'il sera ravi de l'aider avec cela. Il mentionne que de l'espace s'est libéré récemment, et il demande à Maurice de contacter la personne en charge. Maurice pense qu'il n'y a pas d'espace disponible, et il se demande quel serait un bon emplacement. Patrick se demande si une boutique est tout ce dont il aura besoin, et il comprend pourquoi Makoto n'ouvre pas sa propre boutique. Makoto se souvient ensuite qu'il a expliqué aux autres qu'il devra faire de l'espionnage au nom du royaume s'il veut acquérir sa propre propriété immobilière, et il leur a dit que la réceptionniste de la guilde des marchands lui a dit cela secrètement lorsqu'il est allé chercher sa carte de guilde. Il a déclaré que cela n'est pas nécessaire s'il loue une boutique dans une autre société de négoce, et Tomoa a mentionné que le royaume de Hon, où se trouve Sige, est certainement passionné par l'espionnage. Elle a déclaré que les refusés pourraient nuire aux affaires, donc ils devront louer de l'espace dans le magasin de quelqu'un d'autre. Makoto pense que c'est pourquoi il est venu ici, et Patrick doit aider le royaume avec leur espionnage. Patrick déclare alors qu'il y a une ville neutre qui n'appartient à aucun royaume, et Makoto pourrait peut-être y établir une boutique. Il mentionne qu'il va demander à ses connaissances dans cette ville à ce sujet, et il demande à Makoto de lui donner un peu de temps. Makoto le remercie pour tout, et il retourne au demi-plan. Il pense qu'il va être occupé à préparer l'ouverture de sa société maintenant, et on voit ensuite quelques filles espionnant certains aventuriers de loin dans la forêt de Tinarak, et elles pensent que les humains savent seulement comment voler, et elles se demandent si leur insouciance est due à l'amour que la déesse a pour eux. Les filles battent ensuite les aventuriers, et la petite demande à l'autre si elle les a tués, et elle déclare qu'elle ne l'a pas fait, mais elle l'aurait fait si elles avaient touché les lotus rouges. La scène coupe ensuite sur les résidents du demi-plan faisant la fête pour célébrer la création de la société de négoce Kusunoha dans le monde extérieur. Tomoa pense qu'il devrait laisser le jeune maître passer du temps seul avec les résidents du demi-plan aujourd'hui, et elle part avec Mio. Un alké nommé Akina rapporte alors leur découverte dans la forêt de Tinarak à Tomoa, et elle lui donne les coordonnées des fleurs d'ambroisie et leurs détails pertinents. Elle mentionne qu'ils ont pensé à en ramener un, mais il y avait une espèce qui s'en occupait dans les bois. Makoto pense que les récolter négligemment pourrait causer des problèmes si c'est le cas, et il lui demande si les alkés se sont habitués à la vie dans le demi-plan. Akina déclare qu'ils l'ont fait, et elle mentionne que Minato fait des recherches sur divers sujets, y compris la forge et l'alchimie, et Haruna semble aimer les armes, alors elle participe occasionnellement à l'entraînement au combat. Okuto s'est lancée dans la construction et aide les ors. Elle déclare qu'elle accompagne souvent Mio, et elles ont visité plusieurs stands de nourriture tout en cherchant les fleurs d'ambroisie. Elle prend congé, et Lydie arrive. Il mentionne qu'il a acquis diverses nouvelles tactiques grâce à leur session d'entraînement conjointe, et il affirme qu'il a aussi réussi à vaincre Agares l'autre jour.
Lydie s'en va ensuite, et Beren parle à Makoto. Il lui demande comment est la ville humaine, et Makoto mentionne que c'est un endroit animé, mais Tomoa et Mio se démarquent parfois. Beren déclare qu'il est jaloux qu'elles aient la chance de l'accompagner tout le temps, et il est sûr que chaque jour doit être excitant. Makoto se demande alors si les nains trouvent cet endroit étouffant, car c'est un monde fermé, et Beren mentionne qu'il ne ressent rien de tel. Il mentionne que la terre ici est fertile, avec des montagnes et des rivières provenant de sources inconnues. Il n'y a rien de plus qu'il pourrait demander, et pour eux, c'est un paradis. Il mentionne qu'il aime être ici, mais il est curieux de savoir quel type d'armes sont populaires dans le monde extérieur. Makoto déclare qu'il peut essayer de gérer le magasin qu'il loue à Sige dans ce cas, et il est sûr que les gens le loueront pour fabriquer des armes, car les armes naines sont très populaires. Beren mentionne qu'il adorerait ça, et l'ORC guéri par Makoto arrive alors. Il mentionne qu'il est affecté à la prochaine rotation pour guider les aventuriers vers la ville illusoire, et il est heureux de pouvoir aider le jeune maître de toutes les manières possibles. Les autres veulent aussi parler au jeune maître, et la scène coupe ensuite sur Mio et Tomoa mangeant seuls. Tomoa remarque alors qu'elle ne peut pas sentir le jeune maître à proximité, et elle et Mio remarquent que la présence du jeune maître a disparu de ce monde, et elles s'inquiètent de le découvrir. Elles remarquent que sa présence est revenue, et elles vont le vérifier. Elles trouvent Makoto en train de s'entraîner avec son arc, et ils pensent avoir appris à contrôler son pouvoir. Mio et Tomoa arrivent alors, et Mio serre Makoto dans ses bras en pleurant. Elle est heureuse de voir qu'il va bien, et Tomoa lui demande depuis combien de temps il s'entraîne comme ça. Makoto mentionne qu'il le fait depuis qu'il a demandé aux autres de lui construire un stand de tir, et Tomoa pense que cela signifie qu'il est mort plusieurs fois. Makoto se demande ce qu'elle veut dire, et Tomoa lui demande comment il tire à l'arc. Makoto explique qu'il se concentre profondément avant de tirer, et ensuite il s'imagine s'assimilant dans tout entre lui et la cible. Tomoa déclare que Makoto vient d'étendre sa conscience jusqu'à cette cible lointaine, puis s'est reconstitué, et Mio lui fait savoir que les gens ne peuvent diffuser leur conscience que lorsqu'ils meurent. Ce qu'il faisait ressemblait exactement à du suicide, et Makoto essaie de calmer Mio en lui disant qu'il est vivant et qu'il ne lui est rien arrivé. Tomoa déclare que ce n'est pas vrai, et elle mentionne que son mana augmente à chaque fois qu'il meurt. Elle déclare qu'en temps normal, le mana d'une personne est fixe, mais son mana augmente à un rythme absurde. Makoto remarque que ses Draupnir sont déjà remplis alors qu'il les a changés récemment, et Tomoa déclare que mourir et renaître encore est ce qui cause l'augmentation du mana de Makoto. Makoto ne peut pas croire cela, et Tomoa lui dit que son mana actuel est du niveau de la déesse. Elle déclare qu'avec son mana, le demi-plan s'est également étendu, et Makoto remarque que le ciel a des constellations qu'il connaît et comprend pourquoi les saisons sont si mélangées ici. Tomoa mentionne que c'est une mauvaise nouvelle, et si la déesse la prend, elle le détruira probablement. Elle déclare que pour le moment, ils contrebalanceront cela en demandant aux nains de fabriquer des équipements absorbant le mana, et Makoto mentionne qu'il utilisera son kai pour dissimuler son mana tout en visitant le monde extérieur pendant un certain temps. Tomoa déclare qu'elle réfléchira à d'autres mesures plus tard, et elle lui demande d'escorter Mio pour le moment. Makoto escorte Mio, et Tomoa est surprise que son maître atteigne le niveau d'un dieu, et elle pense qu'elle ne s'ennuiera jamais tant qu'elle sera près de lui. La scène coupe ensuite sur Makoto retournant à son auberge après s'être occupé de quelques affaires pour ouvrir sa boutique, et il est d'un demi-humain en chemin. Une prostituée remarque cela, et elle mentionne que Makoto semble être quelqu'un de gentil. Makoto remarque qu'il est dans le quartier rouge, et la prostituée essaie de le servir, mais Tomoa et Mio arrivent, et elle traîne Makoto. Elle le ramène à l'auberge et bloque ses voies de sortie. Elles sont en colère que Makoto essayait de draguer une prostituée, et Makoto essaie d'expliquer qu'il est simplement tombé sur cette femme par accident, mais elle ne l'écoute pas, et elle se demande s'il n'est pas assez bien pour lui. Makoto déclare que ce n'est pas le cas, et il pense que les deux sont comme une famille pour lui, mais il ne peut pas dire quelque chose d'aussi gênant. Il mentionne que cela ne les regarde pas, et cela rend les filles en colère, et elle déchire les vêtements de Makoto. Elle mentionne que Makoto va avoir une relation avec elle de maintenant, et elles essaient de passer à l'acte avec lui, mais Makoto fuit en utilisant une porte de brume. Emma remarque ensuite Makoto dans le demi-plan, et voyant sa condition, elle réalise ce qui s'est passé, et elle ne lui pose aucune question. La scène coupe ensuite sur Rogua donnant à Makoto des équipements supplémentaires absorbant le mana, et il mentionne qu'ils fonctionnent comme décrit précédemment, mais leur durabilité a été augmentée. Mio arrive alors, et elle présente ses excuses à Makoto pour l'autre jour en privé. Mio se demande si Makoto est en colère contre elle, et Makoto déclare que non,
mais il leur demande de ne plus faire quelque chose comme ça à l'avenir. Makoto mentionne ensuite qu'il prévoit de négocier avec l'espèce qui s'occupe des fleurs d'ambroisie, et Mio lui demande si elle peut se joindre à lui. Makoto déclare qu'ils devraient y aller ensemble, et Mio est excité d'entendre cela. La scène les montre dans la forêt de Tinarak, et Makoto remarque que certains aventuriers les suivent. Il pense qu'ils ne leur causeront peut-être aucun mal, car ils sont vraiment faibles, et il décide de les semer. Il réussit à le faire, et il tombe ensuite sur un champ de fleurs d'ambroisie. Makoto prend alors la main de Mio pour la promener dans le champ, car il pourrait être glissant, et Mio est heureuse de tenir la main du jeune maître. Mais elle est bientôt dérangée par les deux filles d'avant, et Makoto lâche la main de Mio. Les filles lui demandent pourquoi ils sont ici, et Makoto mentionne qu'il ne veut aucun mal, et ils se demandent s'ils peuvent discuter. Mio est choquée que Makoto ait lâché sa main si rapidement, et elle s'énerve contre les filles. Les aventuriers de tout alors les rattrapent également, et ils déclarent qu'ils prendront toutes ces fleurs d'ambroisie. Les filles pensent alors que tous sont des voleurs, et Makoto essaie de calmer tout le monde, mais ils ne l'écoutent pas, et les filles les attaquent. Makoto s'enfuit, et les aventuriers mentionnent qu'ils devraient les battre au lieu de fuir. Makoto réalise alors que la fille avec les aventuriers est la prostituée qu'il a rencontrée l'autre jour, et les filles les attaquent, mais Makoto se défend lui-même et les aventuriers avec son kai défensif. Tomoa contacte alors Makoto, et Makoto lui demande de l'aide, mais Tomoa refuse car Makoto l'a laissée seule pour aller en rendez-vous avec Mio, mais Makoto parvient à la convaincre après lui avoir dit qu'il la laissera poursuivre la fabrication de katana et la culture du riz. Tomoa demande ensuite à Makoto de créer de la fumée autour des aventuriers, et elle mentionne qu'elle les conduira à la ville illusoire. Elle déclare qu'ils peuvent donner du sang de Makoto à Mio pour la sortir de sa torpeur, et Makoto envoie ensuite les aventuriers à la ville illusoire et nourrit Mio de son sang pour la réveiller. La fille courte essaie alors d'utiliser un sort, mais cela ne marche pas, car Mio l'absorbe. Makoto utilise ensuite un éclair pour les aveugler, et il détruit leurs armes. Il demande à Mio de les attacher, et pendant ce temps, les aventuriers se retrouvent dans la ville illusoire, et quelques ors et le fragment les accueillent. Ensuite, Makoto explique aux filles qu'ils sont ici uniquement pour discuter, et il mentionne qu'il est en réalité un marchand. Les filles comprennent et se présentent comme Aqua et Eri, et elles déclarent qu'elles guideront Makoto vers leur village. On découvre ensuite que les filles sont des ogres de la forêt, et elles emmènent Makoto et Mio dans leur village. Makoto remarque que leur village entier est entouré d'une barrière de dissimulation, et Eri déclare que la barrière les protège, ainsi que les fleurs, et elle mentionne qu'elles invitent toutes les personnes suspectes à visiter leur village. Aqua leur demande ensuite de libérer leurs liens, et elle mentionne qu'elle les emmènera voir les aînés. La scène coupe sur leur rencontre avec les aînés, et le représentant des ogres de la forêt nommé Nilgistori les accueille dans leur village. Makoto découvre que les ogres de la forêt sont différents des elfes, car ils gèrent la forêt dans laquelle ils vivent, tandis que les elfes tirent leur pouvoir des esprits. Le fils de Nilgistori, nommé Adono, explique ensuite qu'ils sont les ancêtres des elfes, mais les aînés ne sont pas d'accord avec eux, et il mentionne qu'ils sont une race supérieure aux elfes. Adono se demande s'il prévoit de rester caché même après que la barrière du dragon se soit affaiblie, et il doute également de l'histoire de Makoto, mais il choisit de le croire pour le moment, et il s'en va. Les aînés leur posent alors quelques questions, et ensuite Aqua mentionne qu'ils tiendront un festin le soir pour s'excuser de leur malentendu précédent, mais d'abord, ils le présenteront à leur maître. Le maître des filles arrive alors, et il traverse le mur au lieu d'utiliser une porte. Il se présente comme Mondo, et il serre la main de Makoto. Il remarque que sa main est bien formée, et Mio se met en colère contre lui pour avoir tenu la main de Makoto plus longtemps qu'elle ne l'a fait, et elle envoie Mondo voler. Mondo se demande qui sont ces gens, et il pense que personne d'entre eux n'est un humain ordinaire, et ils vont regretter de l'avoir rencontré. Ensuite, Makoto demande à Mio d'enquêter sur Adono et Mondo, et elle espionne d'abord Mondo. Elle remarque qu'un puissant mana terrestre l'entoure, et elle pense qu'il pourrait être possédé par quelque chose. Elle remarque ensuite une communication télépathique piégée dans les toiles qu'elle a tendues autour du village, et en l'écoutant, elle découvre qu'Adono est d'une manière ou d'une autre lié au démon. Elle rapporte ses conclusions à Makoto, et Makoto demande à Mio de changer avec Tomoa dans le demi-plan, car il a quelque chose à confirmer. La scène coupe ensuite sur les ogres de la forêt faisant la fête, et de loin, Makoto remarque que Mondo et Adono discutent entre eux. Un liche sort alors de Mondo, et il absorbe la force vitale d'Adono pour alimenter sa forme matérielle. Cela panique les ogres de la forêt, et Makoto se demande pourquoi il a tué ces gars.
Le lich mentionne qu'il a tué Adono uniquement parce qu'il était impliqué avec des créatures gênantes, et il est surpris que Makoto puisse résister à son miasme. Il attaque ensuite Makoto avec un sort, et il mentionne que Makoto ne pourra pas résister à cela, mais le sort n'affecte pas Makoto, et il mentionne qu'il a une résistance au sort qui inflige des affections. Makoto absorbe ensuite le sort, et il mentionne qu'il a appris cela de Mio, et il utilise la magie d'attribut sombre pour absorber tout le pouvoir du lich. Tomoa arrive alors, et Makoto lui dit qu'il veut parler à ce lich plus tard, et elle l'envoie dans le demi-plan. Voyant cela, les Hordes et Hautes-Terres lui demandent ce qu'il a fait, et il mentionne qu'il ne semble pas être un marchand. Il déclare qu'il prévoyait de l'exécuter après avoir baissé sa garde avec un festin, et Makoto est surpris d'entendre cela, et on découvre ensuite que Tomoa connaît Nijitori. Nijitori ne la reconnaît pas en raison de sa nouvelle forme, et Tomoa lui dit sa véritable identité, et Makoto découvre quel est le dragon qui a créé la barrière entourant ce village. Les villageois s'inclinent devant Tomoa après avoir découvert cela, et elle leur dit de diriger leur respect envers son maître, et tout le monde est surpris d'apprendre que Makoto est son maître. La scène coupe ensuite sur Makoto interrogeant le lich, et il lui demande ce qu'il faisait dans ce village. Le lich déclare qu'il est entré dans le corps des ogres de la forêt pour observer leurs capacités, et Tomoa lui demande pourquoi il est devenu immortel. Le lich mentionne qu'il a fait cela pour devenir un grand, et il explique que les grands sont des individus de haut rang qui sont supérieurs aux humains, et il demande à Makoto quel genre de sort il a utilisé pour absorber sa magie. Makoto mentionne que c'était une magie sombre normale, et il demande au lich s'il a des livres de sorts, car il serait intéressé à les acheter. Le lich ne comprend pas ce qu'il veut dire, et Makoto précise que son manuel de magie consiste en une seule feuille de papier donnée par un ORC, et le lich ne peut pas croire qu'il a perdu face à quelqu'un qui ne connaît que quelques sorts. Tomoa mentionne qu'il devrait garder tout le lich s'il veut un livre pour lui enseigner la magie, et elle demande au lich s'il veut devenir un grand parce qu'il a appris que les grands peuvent voyager librement entre les mondes. Le lich déclare qu'il le veut, et Tomoa mentionne que c'est impossible. Elle explique qu'autrefois, il y avait des humains qui trouvaient des fissures dans le monde et y entraient, mais la plupart d'entre eux étaient attirés de nouveau vers ce monde, après avoir vu les autres mondes, et seulement une poignée continuait à vivre de nouvelles vies dans d'autres mondes. Ceux qui parvenaient avec succès à voyager vers d'autres mondes sont appelés grands, et ce n'est pas l'inverse. Makoto demande alors à Tomoa s'il y a un moyen de voyager vers d'autres mondes, et Tomoa mentionne qu'il y en a un, mais les chances de survivre à un tel voyage sont inférieures à 10%. Le lich est déçu de savoir que tous ses efforts ont été vains, et Tomoa mentionne que le lich devrait conclure un contrat avec le jeune maître s'il n'a plus rien à faire. Makoto pense que le lich peut s'avérer utile, et il lui demande de lui prêter sa force. On voit ensuite les aventuriers dans une pièce, et ils attendent que les demi-humains partagent leurs biens rares avec eux. La fille parmi eux pense que ce serait humiliant d'accepter la charité du bétail, et elle mentionne qu'ils devraient voler leur trésor. Ils élaborent ensuite un plan pour voler le trésor, et pendant ce temps, Makoto conclut un pacte de consommation de 100 à 0 avec le lich. Le lich se transforme ensuite en un beau jeune homme, et Mio mentionne qu'il devra apprendre les règles de service envers le jeune maître. Tomoa déclare qu'ils doivent l'amener à la mémoire de la voûte pour lui enseigner toutes sortes de choses, et Makoto entend ensuite une explosion de l'extérieur, et à la suite de cela, Tomoa commence à saigner. Makoto se demande ce qui vient de se passer, et il demande à Mio d'arrêter le saignement pendant qu'il examine le site de l'explosion. Il emmène le lich avec lui, mais le lich ne peut pas courir aussi vite que lui car il n'est toujours pas habitué à son nouveau corps. Il demande à Makoto d'aller de l'avant et mentionne qu'il guérira les blessés d'ici à l'aide de sa magie curative. En continuant, Makoto remarque Okuto allongé par terre, il est froid et ne bouge pas. Makoto pense qu'il reconnaît l'état dans lequel ils se trouvent, et ils sont très probablement morts. Le lich déclare ensuite qu'il a fini de guérir tout le monde dans la zone, et les personnes les plus gravement blessées sont celles qui sont les plus proches de l'endroit où se trouve actuellement Makoto. Makoto découvre alors que Okuto n'est pas mort, et il lance son kai de guérison en conjonction avec la magie du lich. Il remarque que cela n'a pas beaucoup d'effet, et il utilise une autre couche de kai de guérison sur celle existante pour guérir Okuto plus rapidement. Il parvient à stabiliser Okuto, et un enfant ORC donne à Makoto un collier qui appartient à l'ORC dont la main a été guérie par Makoto. L'enfant lui dit où l'ORC était avant l'explosion, et Makoto remarque qu'il était au centre de l'explosion. Il remarque que l'explosion semble avoir ouvert une porte de brume vers Sige, qu'ils ont déjà ouverte auparavant, et il sent un aventurier de l'autre côté de la porte. Il remarque la conscience des deux autres aventuriers,
de l'ORC et de la fragment de Tomoa à proximité, mais leur conscience se diffuse, et Makoto se souvient que les gens ne peuvent diffuser leur conscience que lorsqu'ils meurent. Makoto panique en voyant cela, et il essaie d'aller vers l'aventurier qui est toujours en vie, mais en essayant d'entrer dans la porte de brume, les souvenirs de l'aventurier inondent son cerveau. Après avoir vu les souvenirs de l'aventurier, Makoto découvre qu'ils ont essayé de voler leurs biens, et dans la bagarre qui a suivi, l'un des cristaux absorbant le mana de Makoto a explosé, provoquant une explosion. On voit ensuite la fille de la bande d'aventuriers qui est encore en vie, et elle essaie de s'enfuir avec les biens volés, réalisant qu'elle a été téléportée de nouveau à Shige. Mais une brume l'entoure, et de l'intérieur vient Makoto. On voit qu'il est furieusement en colère, et il arbore une expression horrible sur son visage. Il déclare qu'il a fait une erreur en s'associant aux humains de la manière dont il l'a fait, et il mentionne qu'il aurait dû tuer sa bande quand il en avait l'occasion. La fille ne peut pas comprendre ce qu'il dit, mais à partir de son ton et de son expression, elle comprend qu'il prévoit de la tuer, et elle essaie de se défendre. Makoto lui coupe ensuite les mains et la renverse. Il mentionne que les habitants du demi-plan ont été blessés à cause de ses valeurs tordues, et elle a tué le fragment de Tomoa et un jeune ORC. La fille implore sa vie, mais Makoto lui tranche la gorge. Il pense alors que c'est la première fois qu'il tue délibérément quelqu'un, et il se met à pleurer. Il se demande pourquoi il pleure, et il comprend que c'est parce que c'est triste quand les choses meurent. Il crie ensuite, et il mentionne qu'ensuite, il a fait semblant que tout allait bien, et ils ont organisé un service commémoratif pour l'ORC et le fragment de Tomoa. Makoto pense qu'il était naïf et qu'il ne comprenait même pas une seule chose sur ce monde. La scène coupe ensuite sur Makoto donnant au liche le nom de Shiki, et il mentionne qu'il y a quelque chose qu'il veut demander à Tomoa. Il déclare qu'au cours de l'explosion, il a pénétré dans la mémoire d'un aventurier, et il se demande comment cela s'est produit alors que voir dans les souvenirs est le pouvoir de Tomoa. Il se demande si cela signifie qu'il s'est transformé en hybride de dragon, d'humain, d'araignée et de liche en formant des contrats avec eux, et Shiki déclare que dans un contrat de contrôle, aucune partie du serviteur n'entre dans le maître. Tomoa déclare que Makoto a peut-être utilisé son pouvoir par hasard, et elle mentionne que cela pourrait avoir été causé par la connexion qu'ils ont formée. Entendre cela rend Mio en colère, et Shiki déclare que Makoto peut utiliser les pouvoirs de ses serviteurs s'il le souhaite, mais cela prendra du temps pour qu'il s'y habitue. Tomoa mentionne que la seule exception serait lorsque le maître et son serviteur se font mutuellement confiance, et quand un maître cherche à résoudre une urgence. Mio mentionne que c'était juste un hasard, et elle commence à se battre avec Tomoa pour savoir qui a le lien le plus fort avec Makoto. La scène coupe ensuite sur Makoto disant à certains des habitants du demi-plan qu'il veut créer une division spécialisée, et ils vont l'encercler d'un mur, de sorte que les aventuriers pensent que c'est toute la ville illusoire. Emma mentionne que cela protégera les faibles et les enfants du contact avec les aventuriers, et Makoto demande aux hommes lézards de patrouiller dans la région. Il demande ensuite à Haruna comment vont les blessures de Hokuto, et Haruna déclare que cela prend du temps, mais il récupère bien. Elle le remercie d'avoir sauvé l'un des siens, et Makoto mentionne qu'il n'y a pas besoin de ça, car c'est son erreur qui a causé cet incident en premier lieu. Il déclare qu'il veut que les Alkais se relaient en tant qu'aventuriers vivants dans la ville, et il déclare qu'il ne veut pas que quelque chose comme ça se reproduise. La scène coupe ensuite sur les nains expliquant à Makoto qu'ils ont reconsidéré la gestion de l'entrepôt, et maintenant les déchets sont éliminés immédiatement. Il mentionne qu'il prévoit également d'installer un mécanisme d'extinction d'incendie et des murs amortisseurs de choc. Makoto déclare que cela devrait les garder en sécurité pendant un certain temps, et il demande à Beren de gérer soigneusement les marchandises qu'il prévoit de vendre à Shige également. La scène coupe ensuite sur Makoto rencontrant l'ami de l'ORC mort, et il mentionne qu'il vient de s'excuser auprès des parents de l'ORC décédé. L'ORC déclare que Makoto n'a pas besoin de s'excuser, car il a sauvé tout leur village mourant, et donné leur vie pour le bien du demi-plan est la meilleure chose qu'il puisse faire. Makoto mentionne que ses parents ont dit la même chose, mais il veut arranger les choses et s'excuse. Ensuite, Shiki remarque que Makoto pense à quelque chose, et il lui demande ce qui ne va pas. Makoto mentionne qu'il réfléchissait à l'avenir du demi-plan, et il a pris une décision. La scène passe ensuite à Makoto parlant avec Patrick à la Rembrandt Trading Company, et Patrick lui parle de la ville de l'Académie de Hrothgar. Il mentionne que c'est la ville neutre dont il a parlé plus tôt, et avec ses diverses institutions éducatives, toutes sortes de connaissances s'y rassemblent. Patrick montre ensuite à Makoto une carte du royaume du continent et lui explique la disposition des terres. Il mentionne qu'il ne devrait y avoir rien pour entraver les affaires de Makoto à Hrothgar. Patrick dit qu'il rédigera une lettre de recommandation pour Makoto,
et Makoto pense que ce n'est pas juste de laisser les choses ainsi. Il mentionne qu'il a menti sur quelque chose. Il révèle son visage, et Patrick est surpris de voir le visage de Makoto, mais il mentionne que cela ne change rien, car son amour pour sa femme et ses enfants est toujours le même après avoir été affecté par la malédiction, et sa confiance en Makoto est la même. Makoto est heureux d'entendre cela, et il pense que c'est un peu méchant que Patrick le compare à cette version maudite de sa femme. La scène passe ensuite à Makoto essayant de convaincre Mio et Tomoa qu'il emmènera Shiki à Rostgard à leur place, et elles essaient de le faire changer d'avis. Il déclare qu'il pensait que c'était naturel pour ce monde d'être incompréhensible puisqu'il est géré par la déesse, mais il ne peut plus accepter cette explication, et il veut en savoir plus sur ce monde. C'est pourquoi il veut aller à l'académie de Rostgard, et il s'excuse de laisser le demi-plan et Shige dans un état incomplet, mais il doit le faire. Il leur donne ensuite quelques-uns de ses souvenirs en cadeau d'adieu, et il donne à Tomoa les souvenirs de certaines techniques d'épée, et il donne à Mio les souvenirs des armes à feu, et avec cela, ils permettent à Makoto de partir avec Shiki. Mio déclare alors que pendant l'absence de Makoto, elle gérera la ville illusoire et la boutique. Tomoa mentionne qu'elle cherchera plus de résidents, et la scène coupe sur Makoto quittant le demi-plan. Il va à Shige et essaie d'utiliser un cercle magique pour se téléporter à Rostgard, mais la déesse intervient avec sa téléportation et le téléporte dans une terre stérile. Là, une fille attaque Makoto, et Makoto esquive, mais elle parvient à lui couper les doigts. Makoto pense que cette fille est forte, et pendant ce temps, Shiki informe Mio et Tomoa que Makoto a disparu. Makoto se demande alors ce qui se passe, et la fille déclare que Makoto ressemble à un demi-humain, et elle se demande si la déesse l'a vraiment choisi. Entendant cela, Makoto réalise que c'est l'œuvre de la déesse, et la fille l'attaque. Makoto esquive, et il arrête le saignement dans sa main. Makoto se demande alors pourquoi il l'attaque, et la fille nommée Sophia déclare qu'ils se sont rangés du côté des démons dans cette guerre. Makoto se demande ce qu'elle veut dire, et après avoir utilisé son kai sur la zone environnante, il découvre qu'il est actuellement sur le champ de bataille où la guerre entre les humains et les démons a lieu. Le garçon avec Sophia déclare qu'il doit finir rapidement avec Makoto, car il arrête l'avancée de l'armée des démons, et Makoto pense qu'il doit gagner du temps et de l'espace avant de pouvoir ouvrir une porte de brume vers le demi-plan, sinon ils le suivront là-bas. Makoto utilise ensuite des oiseaux brides en rafale pour attaquer les deux ennemis, mais ils parviennent à bloquer l'attaque avec des boucliers magiques. Makoto tente de s'enfuir pendant que les brides attaquent en cachant sa présence, mais le garçon nommé Mitsurugi entrave son évasion avec sa magie. Sophia tente alors d'attaquer Makoto, mais Makoto parvient à bloquer à temps, et en voyant cela, Sophia pense que cela doit être à cause de la bénédiction de la déesse. Elle porte une bague pour annuler la bénédiction de Makoto, mais Makoto mentionne qu'il ne recevait pas la bénédiction de la déesse en premier lieu. Il mentionne qu'il ne sert pas la déesse, et Mitsurugi pense qu'il implore seulement sa vie, et il se présente ensuite, et Makoto découvre que la fille est Sophia Bulga, l'aventurière de plus haut niveau après Mio et Tomoa, et le garçon est lancé, le dragon qu'elle aurait supposément tué. Makoto se présente également et déclare qu'il n'est qu'un marchand. Mitsurugi et Sophia pensent que Makoto ment, et ils continuent leur combat. Makoto retire ensuite ses bagues pour utiliser toute sa mana, et sa décharge de mana crée un nuage de fumée. Il surpasse facilement ses ennemis et attaque Mitsurugi avec une flèche d'eau, et même la barrière de Mitsurugi ne peut pas arrêter l'attaque. Sophia tente de l'attaquer avec son épée, mais Makoto utilise le Hachine que les nains ont fabriqué pour lui pour casser son épée, et Sophia attrape ensuite Makoto. Elle utilise les prises que Mitsurugi a créées pour emmener Makoto dans les airs, et elle le libère. Makoto ne peut pas croire qu'il retombe encore une fois, et cette fois le chemin vers le bas est épineux. Il utilise ensuite les brides pour détruire les pointes métalliques sur le chemin, et certains des brides touchent également les armées au sol. Makoto utilise ensuite un arc d'eau pour lancer ses bagues Dropnir remplies de mana sur le sol avec son Hachine, et cela provoque une grande explosion. Les armées démoniaques et humaines subissent des pertes à cause de cela, et cela crée un lac sur le champ de bataille. On voit que Sophia et Mitsurugi sont à peine en vie après cette attaque, et ils pensent que Makoto est probablement mort après tout cela. Sophia déclare qu'elle le trouvera et le tuera s'il est encore en vie, et la scène coupe sur Makoto se réveillant au lit avec Mio, Tomoa, et il remarque que ses blessures se sont guéries. La scène passe ensuite à Patrick découvrant ce qui s'est passé sur le champ de bataille, et il mentionne que ceux qui ont survécu à l'attaque disent que l'explosion a été causée par le troisième disciple de la déesse. C'était un mage habillé en rouge, et ensuite Makoto raconte à Tomoa, Mio et Shiki ce qui s'est passé. Il mentionne que Sophia et Lancé l'ont pris pour un membre de l'armée humaine,
et Shiki pense que la déesse a dû essayer de forcer Makoto à combattre les démons. Mio se met en colère contre la déesse en entendant cela, et Makoto mentionne qu'il était aussi négligent et mal préparé. Il pense qu'il doit augmenter la quantité de mana qu'il peut utiliser à la fois, et il est sûr que les choses vont changer une fois qu'il aura appris les bases de la magie. Il mentionne qu'il va aller à l'académie avec Shiki pour étudier, et Tomoa déclare qu'il serait préférable qu'il le rejoigne aussi, car la déesse pourrait interférer à nouveau avec leur plan. Makoto mentionne qu'il est aussi inquiet pour la déesse, et c'est pourquoi il veut garder Tomoa et Mio cachés d'elle, comme ses atouts. Les filles comprennent et acceptent de se faire discrètes pour le moment. Tomoa mentionne ensuite qu'elle aimerait présenter quelqu'un à Makoto, et elle lui présente son fragment. Elle mentionne que c'est un fragment différent de celui d'avant, et elle explique que tous ces fragments partagent ses sens et sa conscience, mais ils ont tous des personnalités différentes. Tomoa mentionne qu'elle a utilisé l'un des anneaux épuisés de Makoto comme noyau de ce fragment, et elle ne finira pas comme le dernier. Makoto nomme le fragment Komoa et Tomoa déclare que puisque Komoa est le produit de leur mana combiné, elle est comme leur enfant. Komoa appelle alors Makoto au père, et Mio en colère entend cela et se bat à nouveau avec Tomoa. On voit ensuite que les ogres de la forêt ont rejoint le demi-plan, et ils font un peu d'entraînement au combat avec les autres résidents. Makoto remarque que la ville illusoire est également bien lancée, et sa boutique à Sige a également ouvert. La boutique reçoit des critiques en raison de son personnel demi-humain, mais après avoir vu les marchandises disponibles et les compétences des nains, elle commence à gagner en popularité. Patrick remarque que Makoto a ouvert un magasin général, et il pense que tout ce que fait Makoto est inattendu, y compris son personnel demi-humain. Makoto mentionne ensuite qu'il a découvert plus tard que l'explosion de mana qu'il avait causée plus tôt avait tué de nombreuses personnes des deux côtés, humains et démons, et à l'époque, il ne savait pas à quel point la mana d'une personne peut être puissante quand sa vie est en danger. Il n'a également pas remarqué la présence d'autres personnes de son monde qui étaient connues sous le nom de héros, mais il ne les rencontrera pas avant un certain temps. Makoto mentionne ensuite qu'il prendra son temps pour en savoir plus sur sa mère et son père, et est mal invité à un festin pour célébrer l'ouverture de sa boutique. Les résidents du demi-plan profitent du festin ensemble, et Makoto pense que vivre dans ce monde étrange est meilleur que ce qu'il pensait. Il remarque alors Mio et Tomoa se battant l'une contre l'autre, et il reprend ce qu'il vient de dire. Merci d'avoir regardé toute la série. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir les nouvelles mises à jour des récaps d'anime.